S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello les légendes, bienvenue pour notre 67e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'histoires croustillantes, de parcours inspirants et d'anecdotes. À l'occasion des 30 ans du sacre de l'équipe de France de Coupe Davis 91, on a décidé de rendre hommage au parcours d'un des héros de la campagne. Il n'était pas le joueur le plus médiatisé, mais il a néanmoins marqué son époque. Il s'agit d'Olivier Delettre. Olivier a littéralement explosé étant jeune, en bondissant au classement pour avoir fait 15 moins de 6 la même année. Il revient pour nous sur ses années en satellite. Il nous parle de son attitude pas toujours irréprochable sur le court. Il nous fait aussi comprendre les ingrédients qui lui ont permis d'y arriver, un mélange de passion, d'obsession et de force de travail. Il y a deux mots qui m'ont marqué dans le discours d'Olivier, c'est positif et sensible. Vous comprendrez la place qu'ils ont tenue dans sa carrière de joueur puis de coach, et enfin de mari et de père de famille. Une fois n'est pas coutume, Olivier nous parle de l'importance du travail mental, de la différence entre beau jeu et compréhension du jeu, et d'acceptation de la défaite même en étant aux portes du top 30 mondial. Notre invité était dans son jardin lors de l'interview, pas fan de technologie, j'ai bien compris que lui faire installer Zoom était peine perdue, alors il a fallu improviser et enregistrer au dictaphone, en mettant sur haut-parleur, à l'ancienne. Donc le son est moyen, mais comme d'habitude, je préfère vous relayer ce parcours incroyable avec les moyens du bord, plutôt que de me priver de la présence de cet invité de renom. Avant de laisser place à l'entretien, tu as encore accès à la 6e masterclass dédiée à la préparation physique. C'est la première qui est tournée sur le court avec Ralph Bogossian, un des deux prépas physiques de Ben Bonzi, actuel 63e joueur mondial, qui met ses connaissances à ta disposition pour travailler ton œil, ta vision et ta lecture du jeu pour une meilleure qualité de centrage à la frappe d'une part. La seconde partie de ce nouveau cours est dédiée au déplacement, au freinage et à l'ancrage pour une meilleure stabilité dans tes coups d'autre part. Le but de cette masterclass est de mieux lire les trajectoires pour t'organiser plus rapidement sur le terrain, d'être moins stressé dans tes coups sous pression et d'être toujours bien placé derrière ta balle. Tu as accès à un programme détaillé juste en dessous, c'est le premier lien dans la description de cet épisode. Ce nouveau cours d'1 heure est enregistré sur un terrain de tennis au soleil, donc il est possible de le suivre au format audio et vidéo, et je t'ai également concocté un support écrit en complément. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, tu as donc le lien juste en dessous, et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible en allant tout en bas de la page du lien en description ou en m'écrivant à max@tennislegende.fr. Place maintenant à notre 67e épisode avec un des héros de la Coupe Davis 91, Olivier Delettre. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Olivier, t'es né le 1er juin 1967 à Metz. Tu as 2 frères. Tes parents jouaient au tennis occasionnellement. T'es passionné de Formule 1, a priori. Ouais, c'est ce qu'elle avait dit à l'époque. Bon, toujours un peu, hein, mais moi, je regarde moins maintenant parce que c'est moins intéressant. Je trouve qu'à l'époque, il y avait plus de dépassements, enfin voilà quoi. Okay. Et plus de spectacles, on va dire. D'accord. T'es marié et papa de 2 filles. Alors, je suis remarié et papa de 3 filles et ma femme a eu 2 garçons de son premier mariage. Donc, on a 5 enfants à nous deux. Ah oui, est-ce que vous êtes confiné à 5 là du coup? Non, on est confiné à 4. Il y en a un qui est à Montréal. Le grand de ma femme, il est à Montréal, il fait ses études. D'accord. Moi, ma grande, elle est à Nice, elle est confinée avec son copain, donc ils ont préféré rester chez eux plutôt que venir ici. Et la deuxième, elle est confinée à Paris avec sa mère. Voilà. Tu as été 33e mondial à ton meilleur le 20 février 95. C'est ça. Tu as joué 309 matchs sur le circuit pour 130 victoires et 179 défaites. Tu as notamment battu Boris Becker 2 fois. Ouais, c'est ça. Une fois sur terre et une fois en salle. Une fois sur terre à Stuttgart et une fois en salle à Lyon. Et une fois où il était numéro 1 mondial, non, c'est pas ça? Non, il était 3, je crois. Quand j'ai battu à Lyon, il était 3. En salle, il était 3. Ok. Et tu as battu Björn Borg en 92 après son comeback. C'est ça, à Nice, en 92. Ouais. Tu as été le premier joueur français à te consacrer au double après ta carrière de simple. C'est vrai. J'ai lancé une mode qui finalement
parce que ça m'énervait quelque part parce qu'on voyait des joueurs français, je voyais des joueurs français qui végétaient un peu en simple, qui n'arrivaient pas en simple, et en fait ils se lançaient pas sur le double, alors qu'il y avait des fois il y avait des Sud-Africains ou même des Australiens qui jouaient pas du tout en simple, et qui faisaient que du double, quoi, et qui gagnaient, on va dire, beaucoup d'argent par rapport à un joueur français qui était malheureusement 300 ou 400 mondial et qui avait du mal à vivre, on va dire, hein. Donc et moi quand j'ai fait ma carrière de simple, je me suis dit voilà, j'ai pas envie d'arrêter tout de suite et allons-y pour le double, quoi. Donc je suis content d'avoir fait des émules, on va dire, mais je trouve que c'est pas encore assez suivi. Je pense qu'il y a malheureusement c'est dur de dire je vais arrêter le simple, me consacrer que pour du double. C'est vrai que c'est un choix difficile, mais en même temps aujourd'hui il y a une réalité économique qui fait que des fois il faut faire des choix, et je trouve que un joueur de simple qui est 500 ou 600, je pense qu'il gagnerait mieux sa vie à être 20e ou 30e en double, ce qui est pas compliqué dans l'absolu. On voit malheureusement que le niveau même s'il reste bon, il a quand même baissé par rapport aux années d'il y a 20 ans, quoi. Donc tu as atteint la 3e place mondiale le 7 décembre 99 dans cette discipline. Tu as joué 403 matchs en double, gagné 15 titres, dont Halle et Doha en 94, le Master 1000 de Monte-Carlo associé à Tim Edman en 99, Edman que tu as d'ailleurs battu en simple au 2e tour de Roland en 97. Tu as beaucoup joué avec Guy Forget, Santoro, Rodolphe Gilbert, Arnaud Butch et Jeff Tarango. Tu faisais partie de l'équipe de France de Coupe Davis victorieuse en 91 sous l'ère Noah. Tu es ensuite devenu entraîneur fédéral auprès de la FFT. Tu as été en charge des jeunes loups de l'époque, à savoir Jocelyn Ouana, Tsonga et mon fils, que tu as coaché un peu plus tard. Simon aussi. Et Gilles Simon. Tu as été 2 ans directeur sportif à la Fédé luxembourgeoise. Dans un club. C'était un club. Ok. Et depuis 2012, tu es installé à Nice en famille et tu continues d'entraîner donc des je suis indépendant, jeunes joueurs. Ok. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette présentation, Olivier? Là, depuis janvier, je suis rentré dans l'académie d'Assienne, de tir à Sienne, qui va ouvrir un centre à Villeneuve-Loubet. Donc la All-in Academy, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc je vais être basé sur Villeneuve à partir de quand les travaux, on va dire, quand tout sera fini, déjà l'épidémie, puis après quand les travaux sont finis, parce qu'ils rénovent le centre. Okay. Donc je vais être basé là-bas. Comment vous vous êtes rapproché avec Tir-à-Sienne? On s'est rapproché, en fait, c'est une histoire un peu. L'année dernière, moi, quand j'étais sur Biot et puis je joue un peu au tennis avec les profs de Biot, il y avait un prof, j'avais vu une annonce sur le club de Villeneuve qui était à reprendre, et il y avait un prof, sa femme est de Villeneuve, alors il m'expliquait un peu le club était à reprendre, ainsi de suite, mais il me disait que financièrement c'était bon, voilà, c'était des travaux, et puis ça restait assez cher dans le sens où il y avait quand même il fallait reprendre le fonds de commerce, on va dire. Ouais. Donc moi j'ai dit moi j'ai pas les moyens tout seul de faire ça, et puis donc j'avais pas prêté attention, on va dire, à ça, et puis finalement au mois d'avril l'année dernière, il y a un entraîneur de Luxembourg avec qui j'ai gardé beaucoup de contacts, qui est venu faire un stage ici, puis il m'a appelé, il m'a dit allez, viens manger avec nous à midi, ce serait sympa que tu vois les profs du club, enfin voilà, qu'on discute, et, voilà. Bon. Donc j'étais avec lui à manger à midi, et puis finalement le gars de Villeneuve, il m'a approché, il m'a dit voilà, je reprends le club, tu connaîtrais pas quelqu'un, voilà, il m'a montré tous les papiers, tous les documents, et ainsi de suite. Moi j'ai réfléchi, je dis écoute, je vois pas qui pourrait reprendre à part peut-être une ou deux personnes, voilà, et puis donc je pense à Thierry, donc je lui ai envoyé un texto. Ouais. Et voilà, Thierry, voilà, il y a un club ici, 19 terrains, 14 terres, 5 durs, 200 lits, restaurant, bar, piscine. Si ça t'intéresse, c'est un centre. Il m'a répondu dans le quart d'heure suivant, il m'a dit écoute, bloque le truc, après Monaco j'arrive. Voilà, c'est ça. Quand les choses doivent se faire, on va dire, voilà, elles se font, quoi. Mais c'est une belle opportunité parce que c'est un site super, c'est à un quart d'heure de l'aéroport de Nice, et il y a 19 terrains, il y aura des chambres, 50 de lits en bas, 200 lits en haut pour un dortoir, il y a un restaurant, il y a des vestiaires, une piscine. Très beau projet. Ouais, non, vraiment, c'est une académie qui va vraiment être super, quoi. Alors pour reprendre une certaine chronologie, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as pris une raquette entre tes mains? Non, j'avais 2 ans. Ah oui, en effet. Ouais. J'ai des photos, mais c'était où et comment? En fait, c'était à Metz. En fait, l'histoire, c'est que, en fait, mon grand-père en 1955, avec des amis, ils ont créé la section tennis dans la SPTT, en fait. Okay. À l'époque, il y avait les SPTT, comme partout en France, et il y avait des sections. Et en fait, à l'époque, en 1955, il n'y avait pas la section tennis. Ouais. Et en fait, mon grand-père a créé la section tennis. Et après, donc il est devenu président du club. Après, mon père a été président du club. Et aujourd'hui, c'est mon frère qui est président du club.
D'accord. de STMS. Et à l'époque, on vivait dans un appartement et deux frères, et donc on montait tous les jours au club, quoi. Donc moi, je piquais la raquette de mon père et j'allais au mur et je tapais au mur, quoi. Quelle a été ta progression chez les jeunes? Alors, chez les jeunes, je suis monté à 11 ans, j'étais 31. Après, je suis monté 15-5, 15-1, 15, moins 2, moins 15 et numéro 25. Attends, t'as fait 15 moins 2? Ouais. Ah, c'était une année incroyable. C'était quoi cette année de mutant? Ouais, c'était incroyable parce que, en fait, je jouais la fin de tableau de troisième série et après, je rentrais dans le tableau des secondes séries. Et j'ai quand même réussi à battre à 15, j'ai battu à moins 15. J'étais à 15. Mais les mecs se disaient, tu joues 2 lettres, mon pote, c'est injouable. Non, mais bon, c'était drôle parce que bon, je passais 8 ou 9 tours par tournoi. Donc il y a un tournoi où j'avais battu 2 15-2, un 15-1, un 5-6, un 4-6, un 2-6, un 0, un moins 2, 2 moins 4. Et j'ai perdu contre un numéroté français. Et donc, tu te souviens un peu des sensations de cette année-là, de te dire, mais c'est monstrueux ce que je suis en train de faire? Non, je me posais pas ces questions-là. C'était vraiment, je jouais, quoi. Bon, c'était le plaisir de jouer, de progresser. Et puis après le classement, c'était pas, non, je me posais pas trop de questions en disant putain c'est super ce que je suis en train de faire, oh, c'est incroyable, je bats des moins 2, des moins 4, non. C'est ton père qui t'emmenait sur les tournois ou comment tu te débrouillais? Alors mon père il a joué avec moi jusqu'en troisième série, en fait il faisait les tournois avec moi parce qu'il est monté 15-2, et puis le jour où je suis monté en seconde série, c'était les week-ends d'après, parce que les tableaux de troisième série c'était le week-end avant des secondes séries. Donc il y avait des tournois où il pouvait pas le faire parce qu'il est resté en troisième série, donc il a arrêté du jour au lendemain pour pouvoir m'accompagner en tournoi et voilà quoi. Donc une fois c'était mon père, une fois c'était ma mère. Et donc après moins 2, redis-moi. Après j'ai fait moins 2, moins 15, mes 2 années juniors je les ai fait à moins 15. Ouais. Et après quand je suis passé senior première année, je suis monté 25, donc j'ai fait 25, je crois que j'ai fait 25 14 9, non 25 11 9 5 ou 25, ouais par là. Après je suis resté dans les 10 en des années. Quel a été le... J'étais 4, non mais bon, c'était l'année en 94 par exemple où je finis 4, je finis numéro 1 français en double, je finis numéro 1 français au prize money et je finis numéro 2 à l'ATP derrière Forger qui est 38e mondial et moi je suis 42. Je suis meilleur français à Roland, je suis sélectionné en Coupe Davis et je finis 4 français. Donc bon, voilà. Parce qu'à l'époque, ils arrêtaient le classement français comme le classement de l'ordinateur, il l'a arrêté en fin septembre, la saison. Alors que maintenant, les 5 premiers, ils attendent la fin du classement ATP en fin d'année pour décider des 5 premiers, en fait. Et ils prennent le classement ATP dans l'ordre, on va dire. Ils cherchent pas à comprendre qui a battu plus de joueurs français, et ainsi de suite. Alors qu'à l'époque, c'était une commission il fallait rendre sa feuille de match, c'était une commission de vieux, on va dire, on va pas dire autre chose, qui regardait les résultats. Alors, si tu battais un mec, par exemple, à Roland, un mec qui était dans la 10 mondial, ou 20 mondial, ça marquait plus de points que battre un mec 20e dans un tournoi ATP classique. En fait, voilà. C'est un peu compliqué leur système de points de classement. Donc, avec eux, ils calculaient ça comme ça, puis à la fin, ils mettaient un classement, quoi. Donc j'ai fini 4. Voilà, j'ai fini derrière Santoro que j'ai battu à Roland et que j'ai fini devant l'ATP, mais j'ai fini dernier au classement français. Voilà, parce qu'il avait soi-disant des meilleurs résultats, enfin il avait des meilleures performances pures, on va dire, pendant l'année ATP. Il avait battu des meilleurs joueurs que moi. Ouais. Alors que moi j'étais comme devant au classement, donc j'avais été plus régulier que lui, classement ATP, mais il était passé devant moi au classement français. Voilà, c'est un truc un peu bizarre. Avec le recul, quel a été le sacrifice le plus important dans ta jeunesse? Il n'y avait pas vraiment de sacrifice. J'aimais faire ça, en fait. C'est sûr que bon, on va dire la vie d'adolescent, de sortir en boîte ou d'aller dans les bars avec les potes et les copains, les copines, ainsi de suite. Bon, c'était plus compliqué parce que je sortais à l'école à 5h et puis à 5h05 j'étais sur le terrain, j'étais des fois jusqu'à 22h, jusqu'à 21h, donc forcément les sorties, les discussions avec les copains, les trucs de mon âge, bon j'ai pas fait quoi. Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui, je te l'assure, fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like si t'es sur YouTube dès maintenant, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur les deux. C'est du fuel pour nous pousser à continuer de te régaler. T'as accès à la 6e masterclass avec le prépa physique de Ben Bonzi, actuel 63e mondial, Ralph Bogossian, dans laquelle on te donne toutes les clés pour travailler ton œil, avoir une meilleure lecture de balle et vision de jeu sur le terrain d'une part. Puis Ralph te montre et te transmet toutes ses connaissances pour mieux te déplacer sur le court, avec un meilleur ancrage et une plus grande stabilité à la frappe, d'autre part. Découvre la bande-annonce qui est en lien juste en dessous, c'est le premier lien dans la description. T'étais au CNE, hein, c'est ça? Non, moi j'ai jamais fait. Alors moi j'ai fait un an Poitiers, à 11 ans. La première année, l'ouverture de Poitiers en 78. Donc j'étais de cette année-là. Ouais. Et après ils m'ont pas gardé, parce que j'étais pas assez bon. Après j'ai jamais fait l'INSEP. Et à 17 ans, en fait, sur Metz, mon prof est parti, et puis j'avais plus de joueurs, parce que c'était à moins 15, et que
j'étais numéro 1 Lorrain, et puis qu'il y avait personne pour s'entraîner. En fait, je suis parti en junior, je suis parti à Roland. J'ai dormi dans les chambres maintenant c'est pavillon fédéral maintenant, c'est le restaurant du pavillon fédéral, mais avant c'était des chambres, il y avait 4 chambres dedans, avec une petite cuisine. Donc on était 4 à dormir là. Il y avait Madame Hamelin qui dormait sur l'autre partie du bâtiment. C'est qui Madame Hamelin? C'était la gardienne du stade de l'époque. D'accord. Les portes 13, enfin On voilà. l'embrasse. Voilà. Et donc j'ai dormi là pendant près d'1 an, et après le CNE est arrivé, donc j'ai été premier locataire du CNE. Voilà, et je suis resté 2 ans je crois au CNE, et puis après j'ai pris mon appart. Enfin voilà quoi. J'ai jamais fait l'INSEP. Quel a été ton meilleur résultat chez les juniors? Moi j'ai pas fait de tournoi junior en fait. La fédération m'a jamais emmené sur les tournois juniors et sur toutes ces trucs-là. Ils me donnaient une wildcard à Roland. J'ai fait 2 fois Roland. Alors la première année, j'ai perdu au 2e tour contre Muster, et la 2e année, j'ai perdu au 1er tour contre Muster. Ah putain, sympa les wildcards. Donc voilà, donc c'est les 2 seuls tournois que j'ai fait en junior. Après, je suis parti en circuit très tôt. Moi, à 17 ans, je suis parti en 84. Ouais. Je suis parti en Espagne avec Philippe Lacombrade, qui était même âge que moi et même niveau que moi en junior. Et en fait, on est arrivé à Madrid. Et en fait, le satellite, c'était en novembre, le satellite était tout autour de Madrid. Il y avait des clubs autour de Madrid. Ouais. Bon, et puis, et c'était, à l'époque, c'était les satellites, hein, c'était 4 tournois plus un Masters. Donc, je suis parti avec 500 francs en poche. Pas de portable, pas de carte de crédit. Et puis, qualif ouverte, hein. Donc, les qualifs ouverts, c'était 240 joueurs dans les qualifs pour 8 qualifiés. Donc, tu partais pour un week-end où tu faisais 6 matchs ou 7 matchs pour te qualifier, quoi. Et puis, donc, le premier tournoi, j'ai réussi à me qualifier. Le deuxième tournoi, j'ai réussi à me qualifier et à faire finale derrière. Et comme je connaissais rien au règlement et tous ces trucs-là, le jour de ma demi-finale du deuxième tournoi, j'ai fait les qualifs du troisième tournoi dans un autre club. Ouais. Et le matin de ma finale, j'ai perdu en qualif du troisième tournoi et j'ai perdu en finale l'après-midi du deuxième tournoi. Je devais faire 15 matchs en 8 jours. Et donc voilà, quoi. Donc, j'ai pris mes premiers points. J'ai pris mes 6 premiers points ATP en 84, quand j'avais 17 ans. Et tes 500 francs pour partir, ils venaient d'où? Ah ben, les 500 francs sont pour partir. J'ai gagné de l'argent au premier tournoi, donc j'ai gagné un peu d'argent qui a payé mon hôtel. Puis après, j'ai fait finale qui m'a permis de payer l'hôtel pour la suite. Et puis voilà. Puis après, je suis rentré dans les tableaux suivants. Et puis donc voilà, quoi. À l'époque, on n'avait pas de portable, pas internet, on n'avait rien, quoi. Pas de distraction des réseaux sociaux. Non, non. Surtout qu'après, Philippe Lacombrade, au bout de 15 jours, comme il a perdu 2 fois d'un qualif, il est reparti. Donc je me suis retrouvé tout seul pendant 3 semaines. Donc je parlais pas espagnol. Et je parlais très mal anglais, donc j'ai passé 3 semaines pratiquement tout seul, parce qu'il n'y avait plus de français, donc tout seul, à manger tout seul, à m'entraîner tout seul, à dormir tout seul, à me débrouiller pour m'entraîner, à être seul dans la chambre parce qu'il n'y avait pas de télé dans la chambre. Quel regard tu portes justement sur ce passage des satellites futurs challengers avant d'accéder au circuit principal? C'est une bonne école, mais il ne faut pas y rester. C'est un peu un cercle vicieux. Si on reste dedans, chaque année, on végète à ce niveau-là, et puis on joue des joueurs qui jouent très bien. Alors le jour où ils jouent bien, on perd, et puis comme la plupart du temps, ils jouent moins bien, ils restent à ce niveau-là. Mais sur un match, tout est possible, donc il faut vraiment s'extraire très rapidement de ce créneau-là. Combien de temps? Tout ce qui est futur. Il faut que dans l'année, on passe à l'étape supérieure. On va dire, quand on commence des futurs aujourd'hui, il faut que dans l'année, on puisse commencer à faire des challengers l'année suivante. Et puis en challenger, il faut commencer à pouvoir faire quelques qualifs de Grand Prix, puis sortir un peu de ce truc-là. Parce que sinon, on n'en sort jamais quelque part. Parce que sur un match, on peut toujours tomber sur un gars qui, ce jour-là, il joue super bien, il sort des coups incroyables. Et puis le reste de l'année, il joue moyen, quoi, quelque part, puisqu'il est à ce niveau-là. Donc c'est compliqué de végéter à ce niveau-là. Quand on gagne peu d'argent dans les futurs, vraiment voire pas d'argent, donc il faut vite en sortir, quoi. C'est une étape, mais l'étape là, il faut la franchir très rapidement. Quelle a été ton anecdote la plus improbable sur ce circuit secondaire? Oh, j'en ai plein. J'ai vu des trucs. J'ai vu des trucs de fou. T'en as une qui revient que tu peux nous partager? Ouais, j'ai vu des trucs où les mecs, c'était les raquettes qui atterrissaient sur l'autre court, et puis donc le mec, il avait failli prendre la raquette sur la tête, donc il a pris la raquette, il l'a rebalancé sur un autre court. Enfin bon, bref, donc des trucs où il y a des gars qui pétaient les plombs, ils prenaient les balles et boum, ils les envoyaient dans le lac d'à côté. Donc les arbitres arrivent, ils disent, vous ne pouvez pas faire ça, je vous mets un avertissement. Ok, d'accord. Les arbitres, ils partent, ils sont du terrain, puis le mec, il perd le point suivant, il prend les 4 balles, il les rebalance dans le lac à côté. Donc les arbitres arrivent sur le terrain, ils disent, disqualifié, quoi. Donc, des trucs, après, j'ai vu une fois en Suisse un mec qui est arrivé, il a perdu un match, il a pris ses 8 raquettes données, il les a fracassées contre un poteau. Puis 5 jours après, il avait des Prince Boron qui étaient à 2000 francs à l'époque, 9, quoi. Ouais. Alors que moi, j'étais obligé d'arbitrer des matchs pour gagner 10 francs suisses pour pouvoir me loger, nourrir et bouffer, quoi. Ah ouais, tu faisais arbitre en parallèle pour te faire de l'argent de poche? Ouais, j'ai fait des satellites, par exemple, des satellites en Suisse, ouais, que j'ai fait. Comme je jouais pas forcément bien parce que je perdais au premier tour, deuxième tour, enfin, ainsi de suite. C'est comme le logement était cher, on était dans des hôtels,
il n'y avait pas d'hébergement, des fois j'arbitrais des matchs et c'était payé 10 francs suisses le set. Donc quand je perdais au deuxième tour, je faisais quart, demi-finale. Des fois ça m'est arrivé de faire arbitrer 3-4 matchs dans le tournoi pour pouvoir bouffer et puis me loger, quoi. C'est incroyable, c'est des anecdotes qu'on pourrait plus avoir aujourd'hui tellement le tennis est professionnalisé, quoi. Ouais, non, à l'époque on partait avec notre sac, on allait à la guerre, quoi. Et combien de temps, toi, ça t'a pris pour traverser cette période un peu du désert, là? Moi, j'ai mis un peu de temps parce qu'à l'époque, il y avait, à la fédération, ils commençaient seulement à faire des entraînements et puis à mettre des entraîneurs en place. Et puis après, les entraîneurs ne connaissaient pas autant de choses qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un entraîneur, il connaît tout sur tout, pratiquement. Donc, il a les réponses, quelque part. À l'époque, les gens, ils démarraient, quoi. Ils découvraient comme nous, quelque part. Ouais. Donc j'ai mis entre 18 ans où j'étais 500 et la première fois que je suis monté dans les 100, je crois que j'avais 21, je crois que j'étais 21 ans la première fois. Donc j'ai mis 2-3 ans à vraiment sortir de ce truc-là, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment sortir le plus vite possible de ce truc-là, quoi. C'est vraiment. Et tu te souviens du moment où t'as explosé, la sensation vraiment où tu t'es dit là ça y est, j'ai passé un cap, je suis dans les 100. Je suis lancé. On se le dit pas vraiment, mais je me rappelle la première fois où j'ai commencé à bien jouer. Je suis parti en Australie. Moi à l'époque, je partais dans les tournois quand je pouvais me les payer. C'est-à-dire que la première fois que j'étais aux États-Unis, c'était pour aller faire Miami. C'est parce que j'étais dans le tableau et que j'avais l'argent et que je pouvais le faire, quoi. La première fois que j'étais en Australie, c'est parce que j'étais dans le tableau et que je pouvais le jouer, quoi. Aujourd'hui, les juniors, quand j'ai commencé à entraîner la fédération, je disais que les juniors, ils avaient déjà fait le tour du monde alors qu'ils n'avaient pas gagné un match quelque part. Tu vois. Ouais. Alors que moi, les premières fois où je suis parti dans les gros tournois à droite à gauche, c'est parce que j'avais l'argent pour le faire, quoi. Et donc la première fois que je suis parti en Australie, je suis arrivé à Sydney, j'ai fait les qualifs, je me suis qualifié, puis au premier tour, j'ai joué Jonas Svensson, en fait, qui était 20 et quelques, ou par là. 20 et quelques, quoi. Mais il venait de gagner Metz l'année d'avant. Donc Metz, moi, c'est un tournoi, c'est le tournoi qui était chez moi, ATP, et puis j'ai fait ramasseur de balles à ce tournoi, j'ai fait juge de ligne, j'ai fait pré-qualif, qualif, j'ai eu wildcard tableau, enfin bon bref. Et donc j'ai battu Svensson en 2-7. Donc j'ai appelé mes parents, pour moi il était midi par là, j'ai appelé mes parents, il était 2h du matin, je les ai réveillés, je dis voilà, j'ai gagné, j'ai battu Svensson. Je dis non, n'importe quoi, que je te raconte comme connerie, il a gagné Metz l'année dernière, qu'est-ce que tu nous racontes? Je dis si, je gagne Svensson, regardez, allez vous recoucher, regardez l'équipe demain matin, vous verrez, quoi. Et donc j'ai battu Svensson au premier tour, après au deuxième tour j'ai battu Van Resburg en quart. Et puis derrière j'ai battu, je sais plus qui j'ai battu derrière. Puis j'ai fait demi, quoi. J'ai fait demi, puis je suis monté, voilà, mon classement, je suis monté 73e mondial. Et le matin de ma demi-finale, j'ai eu Thierry Culan qui m'a échauffé avec Henri Lecomte. Donc là j'étais à l'intérieur de moi, j'étais mort de rire parce qu'Henri il était dans les 10 premiers mondiaux et puis Tutu il était quoi, il était 20e ou 30e mondial, quoi. Ouais. Et moi je démarrais parce que 6 mois avant, j'étais encore 300 ou 200 mondial, donc et là, je me retrouve à me faire réchauffer pour une demi-finale avec Henri Lecomte et Thierry Culan, quoi. Incroyable. C'est incroyable. Ouais. Et il y avait ça, et puis après, il y a une autre anecdote, en 91, quand je suis pareil, je suis 150, je redescends un peu, ces années-là, c'était pareil, je descendais un peu. Je me qualifie à Long Island, en demi, le tableau, je jouais Edberg en demi, et l'autre côté, c'était Lendl McEnroe. Donc il y avait quand même, moi j'étais là avec mon nombre de lettres, alors j'ai gardé le tableau, je l'ai envoyé à mon père, j'ai gardé la feuille du tableau, 2 lettres Edberg et en bas, Lendl McEnroe, quoi. C'était, improbable, comme ça, quoi. Quel était ton meilleur coup à l'époque? Alors, je pense que j'étais meilleur en revers, j'étais un peu plus solide et meilleur en revers, même si en coup droit, bon, j'étais pas maladroit, mais je pense que je me sentais plus à l'aise côté revers, c'était plus naturel, on va dire. T'as tout de suite eu un revers à une main dès tout petit? Ouais, tout petit, ouais, tout de suite, ouais. Et ton point faible? J'avais pas vraiment de point fort, mais ni de point faible, voilà, j'étais assez complet, on va dire, c'était un peu mon défaut et ma force quelque part. Je pouvais jouer bien partout, comme je pouvais jouer des joueurs qui pouvaient être meilleurs partout, quoi, quelque part. J'avais pas vraiment de surface de prédilection, quoi. C'est-à-dire si j'étais en forme et que je me sentais bien physiquement, je pouvais bien jouer partout. Mais par contre, si j'étais pas en forme physiquement, là, ça pouvait être une catastrophe partout, quoi. Et quel est le point de ton jeu qui a le plus évolué au fil de ta carrière? Je pense que c'est plus au niveau tactique, quoi. Quand on est jeune, on bourrine un peu, qu'on est un peu bourrin dans le sens où on est un peu brouillon dans ce qu'on fait, quoi. Donc et après, on apprend vraiment à jouer plus les zones de jeu, à varier un peu plus, à jouer plus juste, quoi, en fait. Donc quand on est jeune, on essaie de bien jouer, quoi. Oui, il faut bien jouer au tennis, il faut sentir la balle, et faire des bons coups, faire des coups incroyables. Parce qu'on a l'impression que les joueurs de haut niveau, ils font que ça, quoi. Ils font des coups gagnants à 10 000, quoi. Ouais.
Alors, en fait, non, pas du tout. En fait, le haut niveau, c'est surtout jouer juste d'abord. Il faut d'abord jouer juste. Les bonnes zones au bon moment, de la bonne façon, au bon endroit. Et on n'est pas obligé de faire des coups gagnants sans arrêt, quoi. Ça veut dire que tu adaptais tes entraînements, c'est sur cet objectif-là, trouver plus de zones, avoir un meilleur pourcentage. Bah, c'est-à-dire que oui, à un moment donné, c'était plus précis. Après, une fois que t'arrives déjà d'être plus régulier, ça va apprendre à passer le filet. Bah, c'est un réflexe. Au départ, quand on est jeune, on s'échauffe, on fait pas gaffe. Dans un échauffement, par exemple, quand on voit les jeunes s'échauffer aujourd'hui, ils font énormément de fautes, quoi. Ils engagent toutes les 2 secondes, ils engagent une balle, quoi. Parce qu'ils font des fautes, ils frappent à 10 000, quoi. Puis par contre, moi, à l'époque, quand j'ai vu Wilander s'entraîner avec Nyström, ils ont changé de balle au bout de 20 minutes, quoi. Pendant 20 minutes, ils n'ont pas fait de faute. On apprend à être plus régulier, on apprend à être plus précis, on apprend à taper plus fort, à prendre plus tôt, à toucher les bonnes zones, quoi, en fait. Après, on dessine un carré d'1 mètre sur 1 mètre, et puis on met la balle 10 fois sur 12 ou 10 fois sur 11 dans le carré, quoi. Pour être précis, quoi. Pour être capable de jouer au mètre près, ce qui fait qu'en match, on arrive à toucher la bonne zone de la bonne façon. Après, on peut se tromper, évidemment, parce que l'adversaire en face nous met en difficulté. Quelle était ta manière, toi, à l'époque, d'en faire plus que les autres? C'est simple, c'est quand j'avais fini les entraînements, je partais tout seul dans la salle et je passais 2 heures dans la salle tout seul à faire des exercices, voilà, quoi. Il m'est arrivé 2 fois, tout seul, des fois, la plupart du temps, c'est tout seul parce que on avait un entraîneur physique et tennis à la Fédé, mais une fois comme je dormais au CNE, j'avais la clé de la salle de gym. Donc quand tout le monde était parti vers 5-6 heures du soir, j'ouvrais la salle de gym avec ma clé et puis hop, j'allais faire 2 heures de gym jusqu'à 8 heures ou 9 heures ou des fois 10 heures, quoi. Avec un programme ou toi à l'intuition? Non, tout seul, en sensation, voilà. J'avais envie de progresser sur un truc ou faire un autre truc. Alors bon, des fois le lendemain, mon entraîneur tennis, il me disait, t'as été cramé aujourd'hui, on n'a rien fait pourtant. Alors j'osais pas dire, hier j'ai fini la salle à 10 heures du soir, 11 heures du soir, quoi. Ou alors des fois j'avais un mec qui s'appelait Yves Victor qui était sur Paris. On allait dans un forestier, il prenait un panier de balles qui était aussi grand que le chariot de chez Leclerc. Ouais. Et puis il m'envoyait pendant 2 heures, il m'envoyait des balles pendant 2 heures jusqu'à 11 heures ou minuit des fois le soir. Et puis je rentrais à 1 heure du matin. Et puis le lendemain j'avais entraînement à 9 heures. Et puis l'entraîneur me disait, mais attends, t'avances plus ce matin, t'étais mort. Oui, mais je l'avais pas dit que j'avais fait encore 2 heures de plus, quoi. Donc des fois, ça a été un peu mon défaut. Aujourd'hui, c'est un peu le recul que j'étais des fois trop en surentraînement. Alors ça m'a peut-être permis de réussir aussi à un moment donné, mais des fois j'aurais peut-être dû lever le pied un petit peu pour pouvoir avoir plus d'énergie, plus de jus. Et des fois, j'étais vraiment trop en surentraînement, quoi. Des fois, j'en faisais vraiment trop, quoi. Et c'était quoi justement ton rêve? Après quoi tu t'accrochais? Pourquoi tu t'entraînais autant? Qu'est-ce qui vraiment au fond de toi te faisait rêver, quoi? J'ai pas vraiment eu de trucs quand je vois des fois les anciens champions qui disaient, je rêvais des finales Wimbledon, jouer Roland, jouer sur le central. Non, j'aimais ça, quoi. J'étais un passionné, quoi. Je pouvais passer des heures et des heures sur le terrain, quoi. J'étais jeune dans mon club, je passais des heures sur le terrain, quoi. On faisait des douches, je jouais avec tout le monde, quoi. J'allais au mur, je passais des fois 10 heures de suite au mur, quoi. Je m'inventais des matchs, mais pas des matchs de finale ou Wimbledon, parce que je savais même pas ce que c'était, quoi, quelque part. La Coupe Davis, ces trucs-là, je savais pas ce que c'était. J'étais là, je faisais mes petits matchs, les tapettes, on appelait ça, avec tous les jeunes du club, on était 15, on faisait des tournantes. Alors ceux qui gagnaient la tournante, ils montaient d'un classement. Après ceux qui perdent en tournante, ils perdaient le classement contre l'autre. Voilà, on faisait des trucs toute la journée, quoi. Et je passais mes journées à simplement jouer, j'aimais jouer, quoi. Simplement jouer. La passion du jeu, quoi. Ouais, c'est ça, la passion du jeu. Quel est le coach qui a le plus marqué ta carrière? Il y en a. Chaque coach, quelque part, à sa manière, m'a apporté des réponses ou on va dire une expérience, même si ça a été négatif en tant que résultat, et une expérience positive, parce qu'on apprend toujours de chaque expérience, quoi. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup appris avec Henri Dumont. À un moment donné, j'étais en 96, j'étais avec Henri Dumont pendant 1 an. J'ai beaucoup appris avec lui tout ce qui est le côté un peu cadrer un peu le tennis. Voilà, on fait comme ci, comme ça, on se replace là, on joue là, on fait ci, on fait ça, d'apprendre à jouer plus juste, quoi, quelque part. Après, le problème, c'est que je l'ai découvert à 29 ans, quoi. C'était qui cet homme? Henri Dumont, c'était l'ancien coach de Cédric Queline. D'accord. Cédric Queline, il a fait toute sa première partie de carrière avec cet entraîneur, qui était pas un joueur de tennis, mais qui était quelqu'un qui avait décortiqué le tennis, quoi, et qui m'a appris beaucoup de choses. Enfin, vraiment, il m'a plus structuré que d'autres entraîneurs. Après, les autres entraîneurs m'ont appris aussi d'autres choses, mais il m'a vraiment il m'a expliqué beaucoup plus rationnellement, on va dire, les choses. Quel est le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Oui, monsieur. Mais c'est interdit au moins de 18 ans, alors. En finale des juniors, j'ai joué la finale des juniors contre la Combrale, et puis il me dit, écoute, si t'es tendu, la seule chose qu'il faut relâcher d'abord, c'est le trou du cul. Si t'arrives à te relâcher le trou du cul, c'est que t'es relâché.
Ouais, mais putain, dans la pratique, comment on fait un truc pareil? Ah, ça m'a fait rire, hein. Donc ça m'a bien lâché parce que j'ai gagné 6-1, 6-3 derrière. Mais bon, voilà. Mais à la finale C'est, de quoi, tu dis? C'est le final championnat de France junior. Champion. Ah d'accord, ok, très bien. Et j'ai jamais ça dans ma carrière de coach, j'ai jamais répété ce truc-là. Ah ouais, mais c'était marquant, ça a dû te. Ah bah là, il m'a dit ça juste avant 2 minutes avant d'entrer sur le terrain, ça m'a bien fait rire et ça m'a relâché. Et t'y as repensé pendant ta carrière, ça te revenait de temps en temps? Non, après non, Ouais. c'est une anecdote qui est restée comme ça, mais Ouais. c'est vrai que sur le coup, à ce moment-là, il a sûrement eu le mot juste parce que ça m'a permis de me relâcher et de bien rentrer dans le match, voilà quoi. Quelle est la plus belle victoire de ta carrière en simple? Bon, ça peut être Boris Becker en salle, quoi, parce que Boris Becker en salle, c'était quand même quelqu'un qui était quand même beaucoup plus efficace que sur terre battue, on va dire. C'était à Lyon, en 93. J'ai battu Becker qui venait de gagner Sydney, il venait de gagner Tokyo. Et il est arrivé 2 victoires en tournoi. Il est arrivé à Lyon, on a joué le mercredi soir. Et j'ai gagné 7-6, 6-7, 6-3. Qui était 3 mondiales en salle en plus. À l'époque, la salle était beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, ils ont énormément ralenti la surface. Donc, Tu sors une partie monstrueuse à cette époque-là? ouais, je joue vraiment, voilà, j'étais vraiment physiquement, j'étais bien parce que j'étais bien rapide sur mes jambes. Après, je sentais bien la balle. J'ai réussi à être bien mentalement parce que je prenais quand même des aces à tour de bras et ainsi de suite. Donc, c'était assez frustrant à ce niveau-là. Quand en salle, c'était toujours frustrant de jouer des mecs qui servaient. Toi, tu te battais. Moi, parce qu'il faut pas oublier que moi, en anecdote, j'ai jamais joué un joueur plus petit que moi de toute ma carrière. Plus petit que toi? Ouais, moi, je fais 1m70. Ouais. Donc des joueurs plus petits dans ma carrière, j'en ai jamais joué. J'ai toujours joué plus grand que moi, mais beaucoup plus grand que moi, parce que Becker, il fait un 87 ou 88. Quoi. Donc quand on joue en salle, un mec qui fait 20 cm de plus, on prend des sérieux, quoi, forcément. Ouais. Donc voilà, après, avec le recul, si on regarde aujourd'hui avec le recul, dans les 30 ou 40 dernières années, peut-être pas les 40, mais au moins dans les 30 dernières années, il y a que 5 ou 6 joueurs qui est moins d'1m70 ou 1m70 qui sont rentrés dans les 50 premiers. C'est quand même une statistique qui est quand même, voilà, quoi. Il y a qui? Il y a Schwartzmann, Rokus? Alors il y a Schwarzman, les 2 frères Rokus. Ouais. Il y a moi, il y a Izaga, Jaime Izaga, qui était avant dans les années 80 et quelques. Et puis il y a peut-être Doudi Sela, je crois, qui est peut-être aussi pas. L'Israélien, Doudi. Voilà. Donc voilà, le tennis, on regarde les numéros 1 mondiaux depuis les années 90, 85, 90. Ils sont tous à un 85 minimum, quoi. Ouais. Il n'y a pas un numéro 1 mondial qui est en dessous d'1m85. Et ta plus belle victoire en double? Voilà, j'en ai un peu plus quand même, parce que j'ai quand même battu les numéros 1. Et symboliquement, vraiment la plus forte? Symboliquement, la plus forte, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai vraiment beaucoup mieux joué en double, et j'ai quand même beaucoup plus de résultats et beaucoup plus de victoires, et après Celle dont t'es le plus fier? il y a plein de bons souvenirs, quoi. Donc il y a eu des étapes, bon voilà, premier tournoi gagné, après il y en a eu, il y a eu le Master 1000 avec Edman, après mes victoires avec les Français, ça a toujours été spécial, et puis donc voilà, après les victoires, première en victoire en Coupe Davis, ça a été sympa aussi avec Arnaud, donc non, il y en a beaucoup là, par contre. Ta défaite la plus douloureuse? Oh, il y en a un paquet là aussi. Celle qui a vraiment fait mal, tu vois, où tu dis putain, comment je vais m'en remettre? J'ai jamais vraiment été abattu par des défaites. Peut-être parce que j'étais sûrement habitué à plus perdre que gagner, mais et dans ma jeunesse aussi, j'étais pas parmi les meilleurs Français, donc j'étais pas, je gagnais pas tout, quoi. Donc j'ai toujours été habitué par des défaites toute ma vie, donc j'ai toujours réussi à rebondir et puis à repartir, et puis de toute façon on n'avait pas le choix, quelque part. La pire branlée que t'es prise? J'ai pris une fois 0 et 0 quand j'étais à 15 par un 4-6, j'ai pris 0 et 0. Après sur le circuit, j'en ai pris quelques-unes en moins d'une heure. Je me rappelle, une fois j'ai joué Emilio Sanchez à Monaco, j'ai pris 1 et 0 sur le central à 11h du matin. Oh, ça réveille. J'ai pris il y a aussi Flushing aussi. Flushing, j'ai eu des bons tirages à Flushing parce que j'ai joué 2 fois Stich, ouais. Une fois Edberg. La première année, j'ai joué Mansdorf qui était 26 au deuxième tour. Après, j'ai joué Chesnokov la suivante qui était 6. Après, j'ai joué Stich, Edberg, Stich. Et mon plus beau tirage, on va dire, c'était Furlan une année où il était 40e. Voilà. Bon. Mais l'année où j'ai joué Stich la première année, j'ai joué 3 rondes de suite au central. Un premier lundi 11h, central, c'est moi. Pendant 3 rondes de suite à Flushing. Ah, donc voilà, alors que mon classement ne supposait pas que j'allais jouer sur central à chaque fois, quoi. Et je joue lundi matin, je joue Stich, je perds 7-6, 6-3, 6-3, je sors du match. Et là, il y a Canal+ qui télévisait le tournoi. Et il y a un journaliste qui arrive qui me dit, Olivier Delettre, on peut faire une interview? Je dis, oui, bien sûr. Il me dit alors 3-2-1 Olivier Delettre, vous êtes le premier à éliminer le tournoi, qu'en pensez-vous?
Il est 11h du matin lundi, vous êtes le premier éliminé du tournoi, qu'en pensez-vous? Voilà, je suis déçu, enfin voilà, mais bon, je vous skis, qui est 3e mondial, enfin bon, j'essaie de bronner un peu. Il repose la question, il dit alors vous allez rentrer ce soir, qu'est-ce que ça va faire ce soir d'être devant de votre télé alors que tout le monde sera encore dans le tournoi et que le tournoi vient de démarrer. J'ai envie de lui dire non mais sérieusement quoi, c'est bon quoi, je sais que j'ai perdu au premier tour, je sais que j'ai pris une branlée, je sais que je suis déjà éliminé alors qu'on est les lundis midi et demi, que le tournoi a à peine commencé. Non mais le mec, bon, je sais plus ce que j'ai répondu sur la deuxième, mais au moins sur la première, enfin voilà quoi. Ouais. Donc c'est vrai que des fois c'est pas simple des fois. Et toi, la plus grosse rouste que t'aies mise à quelqu'un sur le circuit? Alors j'ai battu une fois Jordi Arezé, qui était 20e mondial sur terre. J'ai perdu le premier jeu et après j'ai gagné 1-0. Allez là, parfait. Est-ce que t'étais du genre à lire l'équipe et à regarder ce qui s'écrivait un peu sur toi? Parfois oui, parfois non, parce que comme j'étais pas de tout reproche au niveau attitude sur le terrain, des fois j'en prenais plein la tronche. Puis après comme j'ouvrais en plus ma boca, on va dire en dehors du terrain en plus, non seulement je l'ouvrais sur le terrain, mais en plus je l'ouvrais en dehors, donc j'ai pris des sérieux tacles. Ça nous emmène à la question d'après. Quel a été ton plus gros pétage de plomb sur un cours? Bon, j'ai jamais vraiment pété les plombs. J'ai toujours pris qu'un avertissement. Ça me calmait quelque part, mais j'ai jamais pris de point de pénalité. Jamais cassé de raquette? Non, alors j'en ai cassé, mais c'était plus par je la jette comme ça plutôt que de la fracasser quoi. Là il y a des joueurs, des fois je les vois fracasser des raquettes, voire 2-3 raquettes de suite. Moi ça j'ai jamais fait. J'ai toujours été à la limite de l'insolence avec les arbitres. Alors ça les arbitres, les pauvres, ils s'en souviennent de moi. Ça c'est sûr. J'étais toujours à la limite de l'insolence. Mais au niveau raquette, j'ai jamais vraiment fracassé une raquette quoi. Je l'ai pété, je l'ai jeté comme ça et puis elle finissait par. Quand on la jette un peu sur la tranche, en général, elle apprécie pas trop les raquettes. Ouais. Donc elle fissurait quoi. Elle finissait par fissurer la raquette. Quelle a été ta pire galère sur un tournoi ou sur un match? Alors ma pire galère sur un tournoi, quand j'étais jeune, je suis parti de Metz pour aller jouer un tournoi en Yougoslavie et j'ai mis 26 heures pour y aller. J'ai mis 26 heures pour y aller parce que j'avais pas d'argent et mes parents n'avaient pas d'argent pour payer le billet d'avion. Donc je suis parti de Metz à 22 heures le soir. J'ai pris un train de couchette qui est arrivé à Turin, je crois, à 6 heures du matin. Après de Turin, j'ai pris un Milan à 6 heures du matin. Après j'ai pris un train qui est arrivé jusqu'à Venise à 5 heures de l'après-midi. Après, en sortant, j'ai pris un bus pour traverser la frontière. Donc, j'ai pris un bus debout avec mes 2 sacs au milieu de d'autres personnes, au milieu de l'allée où les gens marchaient sur mes sacs. J'étais debout pendant 1 heure. Donc, au bout d'1 heure, on arrive à la frontière. Les gens, ils demandent de descendre du bus pour contrôler les passeports. Donc, je descends avec mes 2 gros sacs Lacoste. C'est plein à ras-bord. Tu sais, tu les portes. Ils font 20 kilos chacun. Donc, tu les prends sur tes épaules. Tu les portes. Les gens te poussent. Tu descends. Tu contrôles les passeports. Ils te fouillent un peu ton sac. Tu remontes dans le bus. Pareil, tu pas te places assise. Donc, t'es debout. T'arrives à la station de bus à Koper, au Yougoslavie à l'époque. Ouais. À 6h30 du soir, 7h. Là, tu demandes un bus pour j'allais à Poreč, qui était dans le sud de la péninsule. Et là, les gens ils parlaient pas trop anglais, donc je sors un papier, j'écris le nom, ils me disent oui, il y a un bus à 22h ce soir. Donc il était 18h, j'avais toujours pas bouffé parce que j'étais parti la veille de 22h de Putain, mais tu devais t'éclater. Et donc finalement, de 18h jusqu'à 22h, j'attends à la station de bus, tout seul, comme un con, parce que à l'époque on n'avait pas de Walkman, d'iPad, pas de téléphone, rien du tout. Donc j'attends pendant 4 heures comme ça, à marcher avec mes 2 sacs. Et puis à 20h, la station de bus elle ferme, donc ils te foutent dehors. Donc tu te retrouves à la Belle Étoile dehors dans le froid parce que c'était au mois d'avril, tout seul, parce qu'il y a plus rien, puis tout le monde est parti. Ouais. Et donc là, à 22h, pas de bus. Et là, tu te dis, putain, je fais quoi s'il y a pas de bus? 22h15, pas de bus. 22h30, pas de bus. 22h45, toujours pas de bus. Donc tu dis, là, je vais passer la nuit là. Puis pas de cabine téléphonique pour téléphoner, pas de pièce pour téléphoner non plus. Quel âge t'avais là? J'avais 17 ans et demi. Et donc à 23h, il y a un bus qui arrive. Et j'ai fait, Porec? Non. Ah, ok, c'est pas le bon bus. Et à 23h10, il y a un bus qui arrive et je fais Porec. Il me dit, oui. Donc je suis monté dans le bus. Et là, le bus, il s'arrêtait tous les 200 mètres. Donc, je suis arrivé à 4h30 du matin. Et t'as fait first? Et non, parce que j'étais parti quand même 3-4 jours après. Mais j'ai joué le premier tour du tableau. Et comme c'était mon premier tournoi sur terre, et puis qu'à l'époque, en Yougoslavie, les lignes étaient à la chaux. Faut pas oublier que les lignes étaient à la chaux. C'était même pas des lignes fixes ou peintes. C'était des lignes à la chaux. Donc, dès que tu faisais une glissade sur la ligne, il n'y avait plus de ligne. Oh. Et le filet, il n'y avait pas de sangle du filet. Donc, le filet est tenu comme ça. Donc, il pendouillait, quoi, le filet. J'ai gagné 8-6 au 3e contre, je sais plus contre qui, contre un Américain, je crois, il me semble. 8-6 au 3e en 3h30 de match à faire des lobes à 2 à l'heure. Enfin, bon, bref. J'ai rendu les balles. Il m'a dit, ok, vous jouez le 2e tour dans une demi-heure. Donc, j'ai eu le temps d'aller me doucher. Oui, je joue en Yougoslave en plus au 2e tour, donc forcément, c'était pas un tour par jour, ils m'ont bien niqué sur ce coup-là. Donc je suis parti, puis j'ai pris 2 et 1 parce que j'étais cramé complet, quoi.
Et t'as refait le même chemin dans l'autre sens. Non, après pour rentrer, je suis rentré en train, pareil, couchette, mais bon, j'ai mis un peu moins de temps quand même. Mais je faisais train de nuit, ouais, effectivement, ouais. Je prenais pas l'avion, donc j'ai mis 15 heures pour rentrer. La plus belle remontada de ta carrière? Bon, c'est un peu contre Fabrice à Roland, hein. J'ai perdu 6-1, 6-3, 5-3, et j'ai sauvé le match au tie-break et j'ai gagné 6-2 5e, quoi. Énorme. En plus, c'était sur terre, donc c'était pas ma meilleure surface en plus par rapport à mon jeu. Lui, c'était quand même sa meilleure surface. On se connaissait bien, il jouait bien, il était favori quoi sur le match, quoi. Donc c'est vrai que ça reste un grand souvenir. Le plus gros frisson de ta carrière, la fois où il y a eu le plus d'ambiance et t'as le plus kiffé? Bon, c'est en Coupe Davis, hein. Il y a eu Lyon. Bah, je jouais pas, mais Lyon, l'ambiance était vraiment incroyable. Vraiment, la Coupe Davis à Lyon en finale, c'était vraiment un truc de fou. Mais on se rend pas compte on se rend compte qu'il y a de l'ambiance, mais quand on est sur le terrain, c'est différent. Donc quand j'ai fait la finale à Nice en 99 et qu'il y a 10 000 personnes qui applaudissent, c'est le brouhaha, c'est vraiment, quand on est sur le terrain, c'est vraiment impressionnant, quoi. Le joueur de l'époque que t'admirais le plus, et pourquoi? C'était pas vraiment de l'admiration, j'aimais beaucoup McEnroe, Connors, tous ces joueurs-là, quoi. C'était vraiment, au niveau tennis, je les trouvais incroyables. Après, l'admiration, ouais, j'étais admiratif, on va dire, mais fallait pas trop, parce qu'après quand tu les joues, c'est effectivement tu dis putain, tu t'arrêtes pas de regarder jouer, quoi, en fait. T'as des mecs comme Pete Sampras, quoi, qui était des joueurs incroyables. C'était Pete Sampras, c'est le mec, dès qu'il démarrait, il te mettait à 2 mètres de la balle, mais plus ça allait, plus t'étais loin du score, plus t'étais loin de la balle aussi en même temps, tu vois, je veux dire. Il y avait lui, et après il y avait Agassi. Agassi, c'était le seul joueur qui était capable de déclencher sa frappe avant le rebond. Et il prenait tellement tôt qu'il déclenchait sa frappe avant le rebond. C'était incroyable, quoi. C'était vraiment des joueurs qui avaient un talent, mais incroyable, quoi. Et t'as une anecdote de circuit avec ces gars-là, un peu ces légendes, ces mecs qu'on a l'impression intouchables finalement? Ouais, alors une année quand j'ai joué en double, quand je jouais plus qu'en double, il y a un matin, j'ai sauvé Agassi et Sampras en suivant. Une fois Agassi à 10h et Sampras à 11h. Et là, c'était à mourir de rire parce qu'Agassi, il mettait que des cartouches, mais que des cartouches. Vraiment, t'as 10h du matin, tu t'échauffes au filet, bam, tu prenais que des mines. Et putain, les Sampras, il jouait à 2 à l'heure. Il s'est chauffé, mais à 2 à l'heure. Et tout en contrôle, tout en sensation, il s'est chauffé à 2 à l'heure, quoi. C'était vraiment particulier, quoi, leur façon de s'échauffer, leur façon de se mettre en route, quoi. Et t'étais pote un peu avec ces gars-là ou chacun fait sa vie? Pas trop, parce que déjà ils étaient pas souvent dans les vestiaires ou sur le circuit. Et puis après, il y avait vraiment ce qui était incroyable, c'est que même par exemple en Australie, il y avait le vestiaire c'était des U, quoi, qui suivaient. Donc il y avait le clan des Espagnols, le clan des Américains. Nous on était Français, on se mettait à un endroit. Donc ce qui était bien à l'époque, je trouve plus qu'aujourd'hui, c'est qu'on mangeait très souvent entre Français ensemble. Okay. Le soir, on avait des tablés, des fois de 10 Français, enfin voilà, on était 7-8, on se disait à quelle heure on bouffe, on se donnait rendez-vous et on bouffait tous ensemble, quoi. Sympa. Alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est moins vrai. Je pense que les joueurs, ils jouent peut-être ils ont des affinités, donc ils vont avec 1-2 joueurs maximum. Alors que nous, on avait des tablés où on était vraiment très nombreux, quoi. De quel joueur tu te servais d'exemple à l'époque? Comment t'essayais de t'en inspirer? Tous, on va dire tous, quelque part. Dès que je voyais un joueur qui avait un peu un coup fort, on va dire, j'essayais de regarder comment il faisait, de quelle façon il le faisait. Par exemple, Agassi au retour, comment il faisait, Lendl en coup droit, ou même McEnroe à la volée, ou même les Woodies. À un moment donné, la première fois que j'ai vu les Woodies en double, putain, j'étais impressionné parce que sur chaque volée basse, il était capable de réaccélérer la balle. C'était le seul joueur quand on jouait sur des volées basses, la balle elle revenait aussi vite, quoi. Et donc Woodford et Woodbridge. Ouais, Woodford et Woodbridge, quoi. C'était incroyable, quoi. Tous les autres, on mettait balle dans les pieds, ça, on avait le temps de rejouer derrière. Putain, eux, ils réaccéléraient les volets, quoi. Oh. Et donc, de regarder leur technique, d'avancer un peu plus de plan de frappe, et ainsi, enfin, tout un petit détail technique qui faisait qu'ils étaient capables de le faire. Et donc, de regarder les joueurs, d'observer comment ils faisaient, on essayait d'apprendre par rapport à ce qu'ils arrivaient à faire, quoi. Qui était le joueur le plus drôle de l'époque? Bon, il y en avait quelques-uns, mais bon, c'est compliqué à dire, quoi. Après, ça dépendait des affinités, quoi. Ça dépendait vraiment de chacun. Il y en a qui pouvaient trouver drôle, d'autres qui trouvaient pas moins drôle. J'ai commencé à jouer avec Tarango, qui avait le même caractère que moi un peu sur le terrain, hein. Donc les arbitres, à chaque fois qu'ils avaient le double de l'aide Tarango à arbitrer, je peux dire qu'ils étaient pas trop contents d'y aller, quoi. Mais en dehors du terrain, il était super drôle, quoi. Ouais. Il me faisait vraiment rire, quoi. Il était vraiment très drôle, quoi. Et la joueuse la plus sympa, la plus cool? J'étais pas trop branché tennis féminin dans le sens où on les voyait qu'en grand chelem, en fait. Et puis j'ai pas joué tout de suite les doubles mixtes. Mais après moi j'apprécie beaucoup toutes les joueuses françaises et j'ai jamais eu de problème avec les joueuses françaises. On a vraiment elles étaient vraiment toutes sympas, quoi. Puis après de l'étrangère, j'ai pas de nom. C'était quelle joueuse Ouais, j'avais Tosia de Mongeau, voilà, c'est ces joueuses-là qui étaient de ma catégorie d'âge. Après
Après, il y avait Sandrine Testu, il y avait Julie Allard, toutes ces joueuses-là, c'était vraiment des joueuses super sympas, quoi. C'était vraiment, ouais. Qui était le joueur le plus fou? Moi. Bonne réponse. Non, genre le plus fou, il y avait mon pote Jeff Tarango, des fois, il était bien fou, quoi. Le joueur le plus chiant à jouer sur un court en termes de comportement? Moi, sûrement. Ah ouais. Oh, bah, j'étais chiant parce que, ouais, j'étais, enfin, pas tout le temps, mais j'étais capable d'être assez chiant, quoi. Ouais. J'étais capable d'être assez chiant avec les arbitres et tout, les ramasseurs, enfin bref, m'allait lever grave. Mais on se rend pas compte quand on est jeune, on se rend pas compte de notre attitude et ainsi de suite, quoi. C'est terrible d'être aussi. Et tes parents en souffraient un peu de l'image que tu pouvais renvoyer? Bah, ils me voyaient pas, mes parents, ils me voyaient qu'à Roland, mais à Roland, je disais pas un mot quelque part. Quand on joue à Roland, ils me voyaient pas. Après, quand tu joues sur le cours 18 à Tashkent, tu vois, je veux dire, des fois, tu peux vite péter un plomb, quoi. Tu peux vite te lâcher plus facilement, quoi. Tu vois, c'est différent, quoi. Ton tournoi préféré de l'époque, c'était lequel? J'aimais bien jouer les tournois français. Vraiment, les tournois comme Lyon, Marseille, c'était vraiment des tournois, Bercy, même Roland, c'était vraiment des tournois, Grâce à l'ambiance? Ouais, parce que t'avais, ils étaient super bien organisés, t'étais bien accueilli, t'avais le public derrière, les gens tu les connaissais, donc c'était sympa, c'était pas comme un autre tournoi où t'as un joueur parmi d'autres ou ainsi de suite, quoi. T'avais pas forcément passe droit, on va dire, hein, tu vois ce que je veux dire. T'étais logé à la même enseigne que tout le monde à ce niveau-là, mais quand tu vas chercher des balles ou quand tu vas chercher du réserve un terrain, bah, tu connais la personne qui réserve les cours, tu connais le directeur tournoi, tu connais du monde de l'organisation, donc c'est quand même plus agréable, quoi. À quel moment tu t'es dit que le double s'imposait à toi? Comment ça s'est dessiné? Bah, parce que quand j'ai commencé à baisser au classement et qu'à un moment donné, au classement, quand en simple, tu peux plus jouer les simples parce que t'es encore en course en double, donc tu fais de moins en moins de tournois de simple, et puis quand tu fais des tournois de simple, bah, tu gagnes plus de matchs, de moins en moins, et après, bah, donc l'aspect résultat est important, puis après l'aspect financier fait que, bah, tu vas dans un tournoi en simple, tu perds en qualif, donc tu gagnes pas d'argent, puis après, tu fais plutôt un tournoi double, et puis en double, tu gagnes le tournoi où tu fais finale et puis tu gagnes un peu d'argent, et donc tu te dis forcément, à un moment donné, quand tu finis au-delà de 200 et que tu peux plus jouer de tournoi, tu préfères aller jouer quelque part des grands prix ou des Master 1000 ou des grands chelems plutôt que d'aller dans un challenger fin fond de je sais pas d'où pour gratter quelques points ensemble, quoi. Est-ce que tu as dû forcer ta nature pour vraiment t'améliorer, ou comment tu t'es débrouillé pour vraiment progresser et faire évoluer ton jeu en double? En double, ça, je veux dire, bon, j'étais un peu prétentieux de dire ça, mais ça a toujours été naturel parce que j'ai toujours aimé le double quelque part. J'ai gagné sur ma France minime, j'étais champion de France cadet en double, j'ai été champion de France junior en double, j'ai gagné une mixte j'ai gagné le national du mixte avec une seconde série, en fait. Le national, c'était le championnat de France des premières séries, et j'ai réussi à gagner avec une seconde série, en battant une joueuse qui était 6 françaises et un joueur qui était 7 français. Donc on a battu 2 joueurs dans les 10 et moi j'étais je sais plus, j'étais 5 ou 6 français et la joueuse était moins 30 et on a réussi à gagner. Donc le double ça a toujours été un truc où je me plaisais à jouer, quoi. En fait, en même temps c'était un peu plus simple pour moi parce que c'était une moitié de terrain, donc mon envergure et ma taille, forcément sur une moitié de terrain, c'est plus simple à couvrir que sur un grand terrain, quoi. Est-ce que tu as bossé ton service comme un forcené pour le faire évoluer de par ton gabarit? Non, je l'ai modifié à mon avis, je l'ai modifié trop de fois techniquement entre ma jeunesse et le moment où j'étais pro. Mais après, j'ai passé du temps, mais pas plus de temps que le retour ou que les autres coups, quoi. Mais c'est vrai que je l'ai pas. J'aurais peut-être plus le travailler un peu plus peut-être, mais je l'ai pas non plus pas travaillé, quoi. Qui a été ton partenaire de double préféré? Tous, hein. Après, c'est vrai qu'il y a des joueurs où c'est plus facile à jouer que d'autres, quoi. C'est sûr qu'une année, j'ai eu la chance de jouer à Kettenberg à Bercy. C'est là où on se rend compte qu'on fait pas le même sport, quoi, quelque part, quoi. Ah ouais, c'est incroyable, quoi. Le mec, dès qu'il est en difficulté, il va un peu plus vite, il frappe un peu plus fort, il vole un peu mieux, il fait tout un peu mieux, quoi, quelque part. Tu te dis, mais le mec, il a une vitesse que toi, t'as pas. Toi, t'es à fond de cale en 5e et tu fais tout au maximum. Lui, il peut passer la 6e, la 7e, la 8e. Il peut se dire, dans les moments importants, il retourne un peu mieux, il frappe un peu plus tôt, il frappe un peu plus fort. Ouais. Il monte un peu plus vite à la volée. En fait, et là, quand tu joues à côté de lui, en fait, c'est là où tu te rends compte. Quand tu joues en face, déjà, c'est impressionnant, mais quand tu joues à côté, c'est là où tu te rends compte que c'est encore plus impressionnant, quoi. Comment ça se passe, les associations avec des mecs comme Edman et Edberg, comme ça? À un moment donné, vous croisez, vous parlez, vous dites tiens, ça te dit, on tape ensemble? Edberg, c'était le tournoi qui a fait ça parce que Edberg cherchait un joueur il voulait faire le double avant le Masters. Et donc le tournoi, la direction du tournoi est venue me voir en me disant, parce que moi je cherchais aussi un joueur, j'avais pas de joueur, et ils ont dit tiens, si ça t'intéresse, tu peux jouer avec Edberg. Alors au début, j'étais pas trop chaud parce que bon,
C'était quand même Stéphane Edberg quand même. Enfin, voilà. Donc finalement ça s'est fait. Et puis Henman par contre c'est le concours de circonstances le plus improbable quoi. Je suis arrivé à Monaco en fait, j'avais pas de joueur pour jouer. Et à midi moins le quart, la signature est à midi. Hein. Parce que le deadline est à midi. Donc le dimanche vers 11h, j'ai dit bon je vais aller traîner dans les vestiaires puis je vais bien trouver quelqu'un. Puis là je trouve personne, les mecs il y a pas trop de mecs dans les vestiaires, je fais le tour du stade, enfin personne. Puis à midi moins 20, je croise David Felgate qui avait fait des circuits satellites en Angleterre. Que je connaissais, je dis David, il était coach de Tim Henman, je dis Tim il veut pas jouer le double? Il dit ah ouais bonne idée, va le voir et dis-lui que tu fais le double. Je vais voir Tim à la vestiaire et puis je lui dis tiens Tim, j'ai vu David, il me dit on fait le double. Il fait non, pas envie de jouer le double moi. Gentleman ok. Bon, ok, donc un peu gêné, je retourne voir David et je lui dis non mais il veut pas faire le double. Il me dit bouge pas, je reviens, il dit faut qu'il fasse le double, ça lui fera du bien, comme ça. Il revient, il est midi moins 5. Et je dis parce que la signature c'est à midi quand même. Il revient à midi moins 5, il me dit c'est bon, tu peux aller signer. Je cours jusqu'au bureau du arbitre. Je vois le directeur du tournoi qui était Patrice Dominguez à l'époque. Donc je signe et je dis mais on a besoin de wildcard parce que Tim il était pas placé quoi à l'époque. Donc on reçoit la 5e wildcard sur 5. Énorme. Sur la liste des wildcards, on reçoit la 5e. On est en bas du truc quoi. Il dit Dominguez il vient me voir, il me dit voilà vous avez reçu la dernière wildcard. Ok. On a tout gagné en 2-7. On a gagné le tournoi, on n'a pas perdu un 7. C'est bon ça. En 2 mots. Qu'est-ce que tu as appris des partenaires avec lesquels tu as joué, à savoir Arnaud Butch? Arnaud, c'était quelqu'un de particulier, Arnaud, parce qu'on avait beaucoup d'affinités ensemble. Et c'était quelqu'un de très zen, très positif. Très zen, très positif. Forger, pareil, il était positif et encouragé. C'était vraiment un partenaire aussi sur qui on pouvait s'appuyer quoi quelque part. Et vraiment, quand toi t'avais un petit moment de creux, il savait prendre ses responsabilités et te secouer un peu et te rentrer dedans. Et non, c'est vraiment avec les Français, vraiment j'ai toujours eu des bonnes affinités. Et puis d'ailleurs, j'ai gagné beaucoup de tournois avec les Français parce que j'ai toujours bien joué parce que justement on se connaissait et ça se passait bien quoi. Tarango, alors c'était très bizarre parce que Tarango, en fait, pareil sur le circuit, je l'aimais pas trop parce que bon, il avait son caractère hein, comme moi. Hein, puis après sur le terrain, et une année, il est arrivé, on était à Toronto. Moi, je m'entraînais et puis il vient me voir à midi moins le quart et puis il me fait hey, Olivier, tu veux pas jouer le double? Et là, moi, je fais putain Tarango. En plus, c'était pas un serveur volleyeur, hein, c'est pas connu pour ça. Hein. Donc et puis je me dis bon, je connaissais pas du tout en plus. Hein. Et je lui dis, je réfléchis, je dis bah ok, ouais, allez, vas-y, pourquoi pas, parce que de toute façon j'avais personne. Puis finalement au premier tour on a joué Pereira Woodbridge, ou non Korda Woodbridge, on a joué Korda Woodbridge au premier tour, quand même Woodbridge qui était numéro 1 mondial et Korda qui était dans les 10 ou 15, comme ça, on leur a mis 2-7. Ah oui. Puis finalement on a fait quart du tournoi, quart du Master 1000. Et alors que lui était pas du tout joueur de double quoi vraiment et donc voilà et puis après on a commencé à sympathiser et puis ainsi de suite et puis il m'a invité chez lui à Los Angeles et puis on a toujours des contacts hein. J'étais chez lui il y a 2 ans. Énorme. Et Henman, t'as apporté quoi? Henman je connaissais moins, enfin je l'avais joué mais je le connaissais moins et puis après il a vraiment quel talent putain. C'est pareil, c'est un joueur talentueux incroyable quoi. Talentueux, gentil, sympathique, drôle, vraiment il était non mais vraiment en plus un talent incroyable au tennis quoi. Et Fabrice Santoro? Un génie. Fabrice il me faisait hurler de rire des fois on se faisait lober parce qu'on n'était pas lui était plus grand que moi mais moi je me faisais souvent lober puis c'était lui qui courait sur les lobes. Il tapait les lobes, il faisait un espèce de chandelle qui montait à 200 mètres de haut et puis il me regardait, il me fait c'est bon on a gagné le point. Et là la balle elle rebondissait mais 10 cm devant la ligne. Elle rebondissait, genre, elle allait 3-4 mètres derrière la ligne de fond avec le rebond. Et là, le mec mettait un smash qui partait directement dans la bâche. Et il me regardait, il claquait de rire. Mais il avait un génie, mais c'était incroyable. Quelle a été la fois de ta carrière où tu t'es mis le plus la pression et pourquoi? Oh la fois, ouais, c'est ma première finale de Masters en satellite. Quand j'étais jeune, je suis arrivé en finale de satellite et si je gagnais, je passais de 8 points. Si je perdais, je prenais que 8 points et si je gagnais, je gagnais 16 points. Et le gars que je jouais, il avait gagné le circuit. D'accord. Donc il avait plus de raison de gagner Masters, de gagner Masters le lendemain en fait. C'est que pour de l'argent en fait. Donc il était venu me voir la veille en disant bon demain je sais pas trop si je vais jouer à fond parce que de toute façon j'ai gagné le circuit. Donc il me dit ça quoi. Et moi toute la nuit putain il va me laisser gagner. Putain, genre pas de la nuit quoi. Je dis putain je vais prendre 16 points. J'étais comme un fou. Et puis finalement il vient me voir mais genre 10 minutes avant le match il me fait non mais finalement je vais jouer pour gagner. Salaud. Putain ça m'a mis l'écro. J'ai mis 2-7. Énorme. La fois de ta carrière où t'as eu le plus le boulard, le melon? Oh, c'est sûrement arrivé, ouais. Plus d'une fois d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'il y a trop d'exemples. Ça se fait pas, on s'en rend pas compte qu'en fait, on se rend pas compte qu'on est très con. On est con au départ et qu'on est encore un peu plus con, quoi. C'est sûrement quand on a l'impression qu'on a réussi, qu'on revient, par exemple, quand je revenais sur Metz, enfin, voilà, des trucs où on est dans sa région, voilà, on est un peu,
on se prend un peu pour un autre parce que voilà, je sais pas, c'est peut-être aux gens de dire ça, mais je pense qu'il y a sûrement beaucoup d'exemples où on se rend pas compte du tout de notre attitude, quoi. T'as eu 8 sélections en Coupe Davis, hein, c'est bien ça? 9 peut-être, je sais plus. 4 victoires en double et 3 défaites. Quel est Ouais. ton meilleur souvenir? J'imagine que c'est la finale de 91. Ouais, ou même la défaite de 99. Tous, en fait, quand tu joues, ça reste un bon souvenir. Même si tu perds, ça reste un bon souvenir parce que c'est une semaine, incroyable. Après, quand tu joues, c'est des émotions incroyables. Et puis, c'est un groupe, c'est plein de choses, quoi. Aujourd'hui, je pense que les joueurs se souviennent plus des matchs de Coupe Davis que des matchs à limite individuels, quoi. Tu te souviens de ton bisutage en Coupe Davis? Ouais. J'étais à Tel Aviv, on jouait les Israéliens chez eux. Et en fait, il fallait faire un discours au dîner officiel. Et en fait, le dîner officiel était à l'ambassade de France à Tel Aviv. Ouais. Et là, tu avais monsieur l'ambassadeur de France, monsieur l'ambassadeur d'Israël. Il y avait 400 personnes dans le salon. Donc, il y a De Bliquer qui fait un discours et puis il dit bah maintenant, on a une tradition en France, c'est que la première sélection fait un discours. Et là, tout le monde sur l'estrade. Et que tu vois tous les gens, mais alors, putain, c'était UP, tu vois, vraiment le truc, les gens avec leurs bijoux, leurs trucs, et ainsi de suite, vraiment le gratin, on va dire, la haute société, Ouais. à Tel Aviv, quoi. Et là, tu prends la parole en anglais. Et quand t'as 19 ans, que tu parles pas trop bien anglais, et puis t'as Noah devant toi, t'as Lecomte devant toi, t'as Forger devant toi, qui te regarde comme ça, et puis t'as se dire que là, tu fais pas le malin. Selon toi, quelle est l'essence du coaching de Yannick Noah? Yannick, il a un côté qui te donne confiance, en fait. Il croit en toi, il est très positif et il t'ouvre les yeux sur les barrières que tu te mets, en fait. Il t'enlève un peu les barrières, en fait. Des fois, il te dit, la montagne, il faut pas regarder le sommet de la montagne, hein, parce que si tu regardes le sommet de la montagne, tu la gravis jamais, en fait. Il faut regarder devant toi, quoi, quelque part. Commence par devant toi, étape par étape, et puis à la fin, tu verras que tu arriveras tout en haut. Mais si tu regardes le haut tout de suite, ben, tu montes jamais sur la montagne. Ouais. Donc voilà, c'était le genre de discours qu'il avait. Il avait vraiment un discours très positif et après il avait le discours de jouer le match. Il fallait jouer le match. Il fallait pas le subir ni regarder le mec. Il fallait être présent et voilà, il fallait être actif, quoi. Il fallait pas rentrer sur le terrain ou sortir du terrain avec des regrets, quoi. Il fallait être présent et être à fond dans le truc, quoi. Quelle a été ta plus grosse fiesta sur le circuit? Oh putain. J'étais jeune. Alors je tairai les noms parce que j'étais jeune et c'était à Nancy. Donc c'était le tournoi de chez moi parce que chez moi c'était une année sur deux à Metz et Nancy. Et en fait j'avais une wildcard avec un joueur français qui était au haut niveau et qui jouait le tournoi. Ouais. Et il venait de perdre au deuxième tour. Et puis je rentre c'est dans le vestiaire, je me faisais tout petit comme ça, je jouais en double avec lui quand même. Et puis il me regarde, il me fait ce soir toi tu bois. Je dis non, on joue demain en double. Il me dit si ce soir tu bois. Et là on est sorti parce qu'à 6h du matin, mais j'étais pas clair. Hein. Oh, j'étais clair. À 11h du matin, on s'est échauffé, et là, je peux donner le nom des joueurs de double en face, c'était Vinogradski et Mansour Barani. Okay. Et là, mon partenaire, comme il était français, ainsi de suite, il a été voir les Vino et Mansour, il leur a dit, et Olivier, hier soir, il est bu, il est encore bourré. Et là, ils ont tous joué sur moi. Et là, moi, je prenais les balles qui sortaient, des fois, ils me disaient, laisse, et moi, je sautais partout. Eux, ils étaient morts de rire. Mes parents, à la fin du match, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu faisais? Tu sautais là, tu faisais n'importe quoi, ta balle est sortie, tu la prenais, comme ça. Et ils étaient, eux, alors forcément, les joueurs, ils étaient morts de rire de mon attitude, et puis les spectateurs ou les gens qui me connaissaient, ils comprenaient pas, quoi. Ouais. Ah, et quand j'ai joué, j'étais pas clair, quand j'ai joué. Oh la vache. C'est la première fois que je buvais que je prenais une fuite, hein. T'avais une bête noire sur le circuit? J'en avais plein. J'en avais plein parce que j'ai jamais battu Ivan Izevich et Berg pareil. Après des joueurs un peu moins forts qui me posaient des problèmes. Enfin, c'est toujours pareil quand on est 40 ou 30 en fait, comme tu as dit tout à l'heure, tu perds plus que tu ne gagnes, quoi, quelque part. Donc c'est bizarre, hein, comme truc, hein. Les gens s'en rendent pas compte quelque part que quand t'es 30 ou 40, tu passes plus de temps à perdre. Donc des bêtes noires, t'en avais quelques-unes qui quand tu les joues souvent, tu te rends compte que finalement t'y arrives pas et c'est compliqué, quoi. Et toi, le joueur que t'as le plus martyrisé? On va dire, je vais prendre le meilleur. Becker, je suis à 2 partout contre lui, quelque part. Ou même Bourguera, j'ai joué 2 fois contre lui, j'ai battu 2 fois. Donc je peux dire que contre Bourguera, je mène 2-0. Énorme. Il m'a jamais battu. Comment t'as géré le fait de devenir connu? Mal en fait, parce qu'on n'est pas préparé. Après, je n'étais pas super connu, mais le peu de reconnaissance que j'avais, je l'ai mal géré. Parce que justement, le plus dur, c'est pas sur le terrain qui est le plus dur, parce qu'on fait ça toute la journée. Le plus dur, c'est en dehors du terrain. C'est la gestion avec les médias, c'est la gestion avec les gens, c'est la gestion avec les autographes, tout ce qui est en dehors, quoi, en fait, qu'on gère mal, quoi. Parce qu'on sait pas faire ou parce qu'on a l'impression que c'est pas important, quoi, en fait. Alors qu'en fait, ça fait partie du métier, c'est une partie du métier.
Et c'est une partie du métier qu'on nous apprend pas. Et aujourd'hui, si tu devais conseiller un jeune joueur qui va avoir une certaine notoriété, tu lui transmettrais quoi? Ça, tout ça, quoi. En fait, que c'est aussi important, que le terrain est aussi important que l'extérieur du terrain. Ça fait partie de son boulot et que plus il va être agréable, plus il va prendre du temps, parce que c'est pas non plus énormément de temps avec les gens, avec les jeunes, avec plein de trucs. Ça peut être que positif, en fait. Est-ce que tu as une anecdote avec une groupie enragée? Oh, non, pas moi. Non, j'ai jamais eu ça, quelque part. D'accord. Heureusement et malheureusement. Malheureusement, quand j'étais jeune, ça m'aurait plu. Et puis après, je me suis marié, et heureusement d'ailleurs après. À quel âge? Moi, je me suis marié j'avais 24, et j'ai été papa, par exemple, dans la foulée, quoi. Donc j'ai été papa jeune, quoi, parce qu'à 24 ans, j'étais marié à un enfant, quoi. Et pas trop dur d'être sur le circuit loin de ton enfant et de ta femme? Plus dur pour eux, quelque part, parce qu'eux sont pas habitués. Toi, c'est ta vie, quelque part. Toi, ouais. Après, moi, au début, quand mes enfants, parce que j'ai eu 2 filles très rapprochées, au départ, je voyageais tout le temps jusqu'à l'école maternelle, parce qu'à 3 ans, elles ont toujours voyagé avec moi. Donc, il m'est arrivé, par exemple, de partir. On a fait une tournée, Paris, Doha, Sydney, Melbourne, Los Angeles, Miami, Paris, en 1 mois et demi. On est parti avec 150 kilos de bagages. Wow. Donc après les filles d'aujourd'hui, quand on leur parle, elles se souviennent plus trop de ces souvenirs-là, mais jusqu'à 2-3 ans, elles voyageaient tout le temps avec moi, ouais. Après c'était plus compliqué, elles faisaient que la tournée américaine. Est-ce que tu avais des superstitions sur le circuit? Ouais. Lesquelles? Je mettais toujours les chaussettes Lacoste, elles avaient un crocodile sur une chaussette. Ouais. Sur la paire, elles mettaient un crocodile, et moi je mettais le crocodile à l'intérieur. En fait, le crocodile, c'était soit tu mettais la chaussette sur le pied gauche ou soit sur la chaussette du pied droit. Moi, je mettais sur le pied gauche parce que le crocodile était à l'intérieur, en fait. Après, ils ont changé. Maintenant, ils ont mis un crocodile sur chaque chaussette, on va dire. Alors qu'avant, c'était un crocodile sur la paire. Il y avait ça, et après, je mettais toujours une serviette sur la chaise quand je m'asseyais. J'avais horreur d'arriver sur la chaise avec la chaise froide et hop, me poser, ça refroidissait les fesses, on va dire. Donc je mettais une serviette. Quelle a été ta plus belle rencontre sur le circuit? Moi, mon problème, c'est que même si j'avais des affinités, c'était plus des relations, pas de travail, mais voilà, je voyais ça plus comme ça. Comme je suis quelqu'un de très sensible, on n'a pas l'impression, mais je suis quelqu'un de très sensible, j'avais pas envie de trop m'attacher aux gens, en fait. Parce que quand je m'attachais aux gens, quand je les jouais, après, j'avais du mal à vouloir gagner, on va dire, quelque part. J'étais vraiment, c'était compliqué à ce niveau-là, quoi. C'est pour ça que des fois, je pétais un peu des câbles contre les arbitres pour pouvoir me motiver et avoir de la détermination pour gagner, quoi. Me monter un peu l'agressivité, entre guillemets. Parce qu'il m'arrivait de faire des matchs en me disant, putain, joue pour gagner, qu'est-ce que tu fais, là? C'est pas parce que c'est ton pote que tu dois, voilà, quoi, joue, quoi. Fais quelque chose, quoi. Il y avait vraiment des gens super sympas, quels que soient les pays, vraiment, fait des bonnes rencontres, quoi, vraiment. Ce qui est très agréable maintenant, c'est quand tu les revois 20 ans après ou 15 ans après. Tu vois, je les suis sur Facebook, ou tu les vois dans le tournoi, par exemple. Il y a quelques années, j'ai travaillé à l'ISP, et j'étais sur le terrain, et puis il y a un mec qui passe derrière, et puis je dis, putain, ça faisait quoi, 20 ans que je l'avais pas vu? Ouais. Et je lui fais, putain, cette tête, elle me dit quelque chose. Et puis, il vient vers moi, je dis, putain, je suis vraiment désolé, mais putain, on se connaît. Il me dit, ouais, Daniel Vacek. Et Daniel Vacek, quand on jouait, je supportais pas. Il était insupportable, vraiment. Et après, il était chiant à jouer, il jouait avec Kafelnikov en double. Enfin, il avait une attitude que j'aimais pas. Alors, il n'aimait peut-être pas mon attitude à moi aussi en retour, hein. Mais on n'avait vraiment aucune affinité. On se disait jamais bonjour, on se disait jamais rien. Et là, on a passé 3 quarts d'heure à discuter. Tu vois, le bon vieux temps, les ci, les ça, ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, où t'en es, t'es marié, des enfants. Enfin, c'est vraiment super sympa parce que maintenant, tous les jours que tu revois, tu vois, tu rediscutes du passé, mais avec beaucoup plus de recul. Et t'es un homme, quoi. T'es plus joueur de tennis, t'es un homme, donc tu parles de ta vie, de tes enfants, de tes souvenirs, de ce qu'on a fait, des conneries qu'on a faites, des matchs, enfin, mais tout en positif, quoi. Et ça, c'est vraiment super sympa, quoi. C'est vraiment super agréable. Et le meilleur pote que t'aies gardé de cette époque du circuit? Bon, je suis toujours en relation avec Jeff Tarango, quelque part, qui est avec Los Angeles. Je suis toujours en relation avec lui. Après, les Français, on se voit moins parce que bon, chacun a son activité, chacun a ses trucs, ainsi de suite. Donc puis après, moi, je suis parti de Paris depuis quelques années, donc je suis sur Biot. À Biot, il n'y a pas grand monde non plus, donc j'ai pas gardé trop d'affinités ni trop de relations. Je suis toujours informé de ce qui se passe, et je sais ce qui se passe, mais j'ai pas, voilà, quoi. J'ai pas des joueurs français qui viennent manger chez moi, quoi, par exemple. En termes de prize money, t'as gagné 2 788 904 $. Brut. En simple et double confondu. Quel regard tu portes sur ce montant? Alors, on va le relativiser parce que ce montant, déjà, il est brut, donc il y a tout ce que tu enlèves les tournois. Parce que quand tu vas dans les tournois, tu payes des taxes. À peu près combien? Tu retires combien? Ça dépend. En Allemagne, c'est 30%. Aux États-Unis, ça peut être jusqu'à 40% dans les États. Après,
Enfin, c'est en moyenne 30%. Puis après, moi, j'ai été le seul joueur qui a vécu en France. Tous les joueurs sont partis à l'étranger, en Suisse ou en Angleterre, ainsi de suite. Moi, j'étais le seul joueur qui j'ai voulu que mes filles soient éduquées en France. Et puis moi, ça me dérangeait pas quelque part entre guillemets de payer des impôts et de vivre en France, quoi. Ok. Donc moi, on va faire le calcul, hein. Jusque fin août, je bossais pour l'État français. Après septembre et octobre, bah, ça me payait ma saison, les hôtels, ma femme m'emmenait au restaurant, les voyages, ainsi de suite. Donc septembre, octobre. Novembre, bah, j'avais les frais fixes de l'année, hein, parce que t'as toujours tes enfants vont à l'école, faut acheter à bouffer et comme ça. Donc je mettais de l'argent de côté, on va dire, sur décembre seulement. Wow. Donc on a l'impression que les gens roulent sur l'or et gagnent beaucoup d'argent. Bah moi, sur tout ce que j'ai gagné, tu vois, tu peux retirer divisé par 12, quoi. Alors brut, t'enlèves déjà 30 ou 40%, ouais. Et sur tout ce qui reste, tu divises par 12 encore pour savoir combien il peut me rester. Il vient encore après, ainsi de suite, quoi. Je gagne quelque part pas autant d'argent qu'on prend. Après, je vais pas pleurer, hein. J'ai fait le tour du monde, j'ai quand même gagné ma vie. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne voit toujours que les meilleurs qui gagnent des millions de dollars. Mais il faut pas oublier que derrière, ça descend vite. Et à l'époque, on gagnait quand même moins d'argent. Moi, la première fois que j'ai joué Roland, j'ai gagné 15 000 francs. Ça fait 2 000 euros. Aujourd'hui, c'est 50 000 euros. Ouais. Le jour et la nuit. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te souviens justement de la première fois où tu as gagné ton premier gros chèque? Est-ce que tu as ressenti? Ouais, c'est ça, c'est Roland. La première fois que j'ai joué Roland, j'ai gagné 15 000 francs. C'était incroyable, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est une somme, quoi. Ouais. Après, on se rend pas compte, mais c'est vrai que on rentre dans un système où après, ça rentre dans la normalité. C'est ça que c'est là où on est décalé, parce que ça rentre dans la normalité, alors que la normalité, elle est pas de gagner 100 000 $ ou 200 000 $ sur une semaine, quoi. Quel a été le plus gros craquage que t'aies fait en termes de dépenses pendant ta carrière? J'en ai un ou deux. Je me suis pas vraiment lâché. J'ai une année à Stuttgart, on avait des prix parce que Mercedes, ils étaient sponsors du tournoi, donc on avait 20% sur les Mercedes. Donc une année, l'année où ils ont sorti la SL, on va dire, le truc décapotable avec le bouton, là, tu mettais 45 secondes pour enlever la capote. En fait, j'ai acheté une 500 SL avec toute option, ainsi de suite. Bon, ok. Donc bon, c'était une certaine somme, on va dire. Ouais. Et j'ai mis 1 an et demi à l'avoir, parce qu'à l'époque il y avait tellement de demandes qu'on mettait 1 an et demi à la recevoir. Le truc c'est qu'1 an et demi après j'étais marié à un enfant, donc j'ai gardé une semaine parce que le bébé, la poussette, on pouvait pas la mettre dans le coffre. Donc j'ai gardé une semaine et j'ai acheté un appartement. Voilà, ça a été mon premier craquage, et après mon deuxième j'ai acheté une montre. Voilà, j'ai acheté une Breguet une fois à Doha, on avait 50% sur les montres. On avait 50% sur les montres sur les prix hors taxes en plus. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas de TVA à Doha, donc j'ai acheté. Quelle est ta définition personnelle de la richesse? Financière ou humaine? Ce que tu veux dedans. Selon toi, la vraie richesse? La vraie richesse, c'est la famille, les amis, les enfants. C'est la richesse. Tout le reste, c'est matériel. En fait, aujourd'hui, on est dans une société qui est devenue matérielle, donc on survit plus ou moins bien quelque part. Donc les gens qui sont milliardaires ou millionnaires, donc ils vivent bien, on va dire matériellement parlant. Ils se posent pas la question du fin de mois. Mais après, c'est pas pour ça qu'ils ont des amis ou des gens qui sont pas intéressés autour d'eux, quoi. Je pense que la vraie richesse, c'est d'avoir des amis qui t'aiment pour ce que tu es, avoir des enfants. Moi, j'ai 5 enfants, j'ai la chance d'avoir 5 enfants. Voilà, donc là, en ce moment, on fait des apéros en FaceTime. On est tous les 5 connectés. Enfin, il y en a 2 qui sont équipes et les 3 autres, on est connectés ensemble. Donc, de Montréal, de Paris, puis on passe 3 heures ensemble en FaceTime. Voilà, je crois que c'est ça la vraie richesse. C'est nos enfants, quoi, avant tout, quoi. Quelle est ta vision du circuit, de l'évolution du circuit, tu sais, avec les innovations sur la next gen, le timer, le fait que le tennis soit peut-être assez long et lent à regarder? Comment est-ce que tu le vois évoluer, toi, sur les années à venir? La principale évolution qu'ils ont faite, qui est pas une réussite pour moi, c'est la surface. C'est la vitesse de jeu. Ils ont tout nivelé, en fait. Que tu joues à Wimbledon, à Roland Garros, à Flushing ou à Melbourne, tu joues de la même façon. Donc les joueurs aujourd'hui, il y a plus de spécialistes quelque part. Alors qu'à l'époque, il y avait des spécialistes de terre, des spécialistes de gazon, des spécialistes de surface rapide. Aujourd'hui, c'est linéaire, on a l'impression de voir jouer le même joueur, quoi, quelque part, quoi. C'est les joueurs toujours tout de la même façon, quoi. C'est un peu dommage, je trouve. Il y a plus cette contradiction de style de jeu, quoi. Ils ont tous pratiquement le même style, quoi. Un peu de choses près, quoi. Donc ça, je trouve qu'ils devraient écarter un petit peu la vitesse de jeu entre Roland et Wimbledon, un peu plus rapide à Wimbledon, en salle pareil, ou même sur dur, quoi, pour que ça relance un peu les attaquants, service volé, des jeux un peu plus atypiques, on va dire. Après, tout ce qui est règles de jeu, des fois j'ai l'impression qu'on va trop loin. Là par exemple le coaching à chaque fin de set pour les filles, là, je trouve que ça va trop loin, quoi. Là vraiment ça devient un peu n'importe quoi. Bientôt c'est les coachs qui vont rentrer sur le terrain pour jouer, quoi. Enfin tu vois ce que je veux dire, faut arrêter justement le tennis, c'est justement trouver des réponses tout seul. Le coach, on travaille suffisamment avant et après
pour pas en même temps, en plus sur le terrain, rentrer et dire voilà, fais comme ci, fais comme ça, il faut faire ci, faire ça, à la jauge aux joueurs de trouver les réponses. Ouais. Après, tout ce qui est timer, moi je trouve que c'est pas mal, au moins ça accélère un peu le jeu. Après les 5-7, bon ça reste que les grands chelems, donc c'est pas non plus enfin voilà quoi, je trouve que c'est gagner un match en 5-7 pour un joueur, c'est quelque chose d'unique quoi. Le nombre de jeux par set? Nombre de jeux par set, des fois je suis partagé à me dire, des fois c'est vrai que les 7 en 4 jeux, ça enlèverait tous les temps morts qu'il y a de début de set en fait. Parce que les débuts de set, on voit les meilleurs, les Djoko, les Nadal, les Federer, des fois ils mettent du temps un peu à se mettre dedans, ils gèrent leur jeu de service, les retours ils font pas trop d'efforts, et puis dès qu'arrive le moment important, à 4-3, 4 partout, hop, ils accélèrent un petit peu. Mais les débuts de set, en fait, il n'y a pas de spectacle quelque part, parce que le mec il gère quoi, il joue, il gère. Alors que s'il y avait des sets en 4 jeux, dès le début, il serait obligé peut-être d'aller un peu plus vite dans le set quoi. Il pourrait pas il y aurait pas d'erreur, il n'y a pas de temps mort, on va dire. Aujourd'hui, quel est le joueur que tu admires le plus? Ouais, j'aime beaucoup Federer par sa facilité tennistique, on va dire, parce qu'il est capable de faire des coups incroyables. Après, Nadal, c'est incroyable par son évolution. Il est passé d'un joueur qui était 4 mètres derrière à un joueur qui joue sur sa ligne et qui a pu le faire. Et après, un joueur comme Djoko, il m'impressionne aussi parce qu'il est capable de fois d'avoir des séquences où il fait 0 faute, quoi. Il rate plus une seule balle, quoi. Il est partout, il fait plus une faute. Et ça, c'est incroyable, quoi. Quand on voit la vitesse de jeu et la capacité à ne plus faire de faute, avec de la qualité, hein. C'est pas comme s'il poussait la balle à 2 heures, quoi. C'est impressionnant, quoi. Est-ce que tu as vécu des trucs avec ces mecs-là, une anecdote que tu pourrais éventuellement... Ouais, Federer, j'ai joué 2 fois, je suis un partout. Yes. Énorme, c'est bon. J'ai joué la première fois à Toulouse, dernier tour des qualifs. J'ai perdu 4-4. Pareil, un petit jeune, je sais pas d'où il sortait, putain, il est vraiment incroyable. Je dis putain, ça m'énervait parce qu'il jouait vite déjà, putain. Et après, je l'ai rejoué 3 mois après en Australie, premier tour des qualifs, et j'ai gagné 6-4, 6-4. Et au bord du cours, il y avait Marc Beaupère qui était allé, j'en ai, c'était l'équipe, et puis Alain Sauves qui entraînait à la fédération. Et puis sur du coup, et je leur dis bah tiens, tu viens voir les qualifs, toi de l'équipe, tu vas voir les qualifs. Il me dit oh mais t'es le seul Français qui vient voir. Il me dit t'inquiète, je fais pas de papier, hein. Mais comme t'es le seul Français des qualifs, je suis venu te voir. Et puis on discute. Et puis il me dit tu penses quoi ton match? Il dit bah je suis content, j'ai battu le futur numéro 1 mondial, donc je suis content. Il a fait un quart de papier dans l'équipe et puis c'est marqué où j'ai dit je suis content, j'ai battu le futur numéro 1 mondial. Je me suis pas trompé, hein. Il était 340 quand j'ai joué. Qu'est-ce qui te faisait dire ça? C'était un des mecs qui jouait vite. Mais vite, c'est incroyable. Un coup droit, ça partait avec une vitesse. Service et coup droit, ça partait vite, mais avec une facilité incroyable, quoi. C'est un des joueurs qui jouait le plus vite sans effort, quoi. Sur ta carrière de coach, l'entraîneur actuel qui t'inspire le plus? J'en ai pas vraiment. Je trouve qu'on apprend tous les jours. C'est un métier où on apprend tous les jours. On peut s'inspirer de tous, en fait. Chaque entraîneur a une expérience différente. Elle est pas mieux ni moins bien, elle est différente. Et la différence fait la richesse des connaissances et de la façon d'approcher ou de dialoguer et de communiquer, en fait. Parce que tu prends 10 gamins, tu dis lever les genoux, bah, sur les 10 gamins, il y en a qui vont faire ça, il y en a qui vont faire ça, et l'autre qui va, enfin, voilà. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont effectivement lever les genoux. Les autres, ils vont te regarder avec des yeux ou ils vont faire des trucs différents. Donc le coach, il doit adapter sa communication, il doit apprendre à communiquer avec la personne qui est en face, quoi, quelque part. Et chaque coach est capable de communiquer, mais il communique à sa façon. Donc t'apprends de tout le monde, en fait. Quel est le joueur que tu prends souvent en exemple auprès de tes poulains et pourquoi? Je prends pas vraiment de joueur en exemple, parce que j'essaie plutôt de leur expliquer et de leur faire comprendre à partir du moment où ils font telle action, quelle va être la réaction et comment ça va aller, pourquoi et comment, quoi. J'essaie vraiment de leur expliquer au maximum toutes les conséquences positives et négatives de leur choix, en fait. De leur expliquer que dans quelle direction il faut aller et de quelle façon, en fait. J'essaie vraiment de leur donner le maximum de réponses par rapport au chemin qu'ils doivent effectuer. Quel est le conseil que tu juges le plus important à transmettre grâce à ton expérience du circuit? Il faut avant tout aimer ça et se faire plaisir, quoi. Il faut vraiment se faire plaisir avant tout, quoi. Le mec qui va sur un terrain, on a l'impression qu'il travaille ou qu'il s'entraîne comme aller au bureau, et il faut qu'il arrête tout de suite, quoi. Ouais. Tu peux pas dire tiens aujourd'hui j'entraîne mon 10h midi, bon ouais, 10h midi, ok, voilà. Non, il y a pas d'heure, il y a pas de règle, il faut y aller, se faire plaisir et aimer ça, quoi. Donc tu peux pas regarder ta montre quand tu t'entraînes, quoi. C'est pas possible, quoi. Il faut vraiment avoir du plaisir à faire tout ça, et il faut aimer souffrir, il faut s'éclater, quoi, avant tout. Quel est à ce jour ton plus grand souvenir en tant que coach sur le circuit? Bon, j'ai entraîné Gaël quelques temps, donc c'est vrai que c'est un grand souvenir avec Gaël, parce que bon, on avait une relation particulière, parce que je l'avais eu en junior, en jeune. En junior, je me rappelle une année, hein, il commençait les futurs, et puis
on était en Angleterre et puis il pleuvait, donc vraiment de la petite pluie anglaise, c'est la fameuse, il pleut pas trop pour arrêter, et puis ça mouille quand même le terrain, les balles, donc la terre battue est devenue, mais vraiment, c'est vraiment d'une lourdeur, comme ça. Puis moi, je lui disais, voilà, tu joues là, les zones, les ci, les ça, parce qu'il faisait n'importe quoi quand il jouait. Donc il respectait le schéma, donc le premier set, il pleuvait pas, donc il a gagné 6-2, puis après le terrain, ils sont embourbés, ça n'avançait plus, il n'y arrivait plus, quoi. Donc il perd le second set, et puis au début du troisième, il commence à me regarder, il me dit, j'ai pété un câble, j'en peux plus de ta tactique, je tiens plus, comme ça. Et donc finalement, on arrête, 0 pour l'autre et 0-30, et puis il pleut complètement, donc là on arrête le match, et puis on va au bar, on attend, et puis on discute du match. Il me dit, non mais ton match là, j'en peux plus, là, il pleut trop, je balance le match et on se casse, j'en peux plus, là, comme ça. J'ai dit, on se casse? Tu te casses, tu balances ton match? Ok. Et je prends mes affaires, je me casse. J'ai dit, ben moi je rentre. Je prends mon billet d'avion, je rentre. Je me casse. Il y avait Jocelyn Awana qui était là, puis il y avait Gaël qui était là aussi. J'ai dit, bah tu veux balancer, Jocelyn est perdu avant. Donc j'ai dit, tu veux balancer le match? Ok, moi ça m'intéresse pas, je rentre, je me casse. Donc je sors du bar et je monte dans le bus. Et là il me rattrape dans le bus et il me dit, non mais Olivier, non mais c'est bon, je vais t'écouter, je vais faire ce que tu me dis, ainsi de suite. On retourne au bar et puis là, ils annoncent que les matchs vont être mis en salle. Je dis donc tu vois, ça se trouve en salle, ça va être simple pour toi et ainsi de suite. Ben, il a gagné 6-1 derrière, puis il a gagné le tournoi. Énorme. Et donc j'ai dit, tu vois, il y a dans un tournoi, il y a des moments où c'est plus difficile, c'est plus dur, mais si tu franchis cette étape-là, ça se trouve derrière, ça peut être différent, ainsi de suite, quoi. Et il a gagné son premier futur comme ça. Comment t'expliques qu'un mec comme mon fils, il soit arrivé et pas un gars comme Wana? L'attitude. Jocelyn, moi une fois j'ai décompté parce qu'on était en Italie. On était en Italie et Jocelyn il était négatif, mais tellement négatif, c'était terrible, quoi. Et il mettait 3 heures à rebondir ou 3 jours à rebondir, c'est-à-dire qu'il perdait un truc et il mettait 3 jours à 100 mètres, quoi. Alors que Gaël, dans la seconde qui suivait, tu t'as fait fini le débrief du match et il repartait, il était de nouveau à fond les ballons, quoi. Et un matin, j'ai pris Jocelyn avant son match et j'ai dit, mais attends, Jocelyn, tu peux pas jouer un match. Et je lui ai tracé des traits par terre en disant, tout ce que tu dis est négatif. Le petit-déj, le lit, j'ai mal dormi, le voyage, l'hôtel, le bruit, le mec est gaucher, l'arbitre, la tête de l'arbitre, les balles, la surface, les fourgons, le club, la ville, enfin, comme ça. Donc, j'étais arrivé à 32 trucs négatifs. Tu te rends compte que là, t'as 32 barrières négatives avant de jouer le match, quoi. Tu te rends compte le poids que tu te mets sur les épaules. Je dis, ton match, là, tu veux que je te dise comment ça va se passer? Tu vas arriver au début du match, le mec, tu vas jouer un gaucher, parce qu'on savait pas qui jouait. Tu vas jouer un gaucher. Le mec, au premier jeu, sur balle de break, il va te faire un retour let à la con. Tu vas péter un plomb, tu vas prendre 2 et 1. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Le mec, il a joué un gaucher. Première balle de break, le mec a fait un espèce de coup foireux pourri, let, voilà. Le mec a pété un câble. Je dis, ben voilà, tant que tu mettras autant de barrières, autant de limites, comme ça, et que tu feras pas les choses à fond, bah, tu n'y arriveras pas, quoi. Alors que Gaël, lui, tu pouvais l'engueuler, il rebondissait, mais grave, quoi. Qu'est-ce que t'as appris en coachant Gaël, mon fils? On apprend de tout le monde, même quand on coach un joueur ou une joueuse qui est beaucoup moins forte, quoi. C'est vraiment différent. C'est des choses différentes, quoi. Le coaching est différent suivant le niveau, suivant l'âge du joueur. C'est pas le même métier, quoi, en fait. Coacher un mec dans les 10, c'est pas du tout pareil que coacher un jeune qui a 17 ans et ainsi de suite, quoi. Après, Gaël, c'était différent parce que quand il était jeune, junior, il écoutait beaucoup plus. Alors que maintenant, peut-être qu'il écoute son coach, hein. Moi, quand je l'ai eu en tant que professionnel, il avait déjà ses idées, il avait déjà ses trucs, il avait sa façon de faire. Enfin, c'était plus compliqué, quoi. Mais après, c'est un mec génial, hein, ceci dit, hein. Mais après, c'est vrai que ça a été plus compliqué pour moi pour le gérer que quand il était jeune. Aujourd'hui, tu rêves de quoi en tant que coach? Former des jeunes. J'aime bien former des jeunes. Je pense que pour moi, c'est plus agréable de former un jeune que plutôt prendre un mec dans les 20 ou dans les 10. Je sais pas que je le ferai pas, hein, ça me dérangerait pas de le faire, mais je trouve que c'est plus agréable de donner des réponses à des jeunes et de coacher des jeunes, de leur apprendre des trucs et de transmettre un peu toute ton expérience. Alors que transmettre l'expérience à un mec dans les 10, c'est plus compliqué, en fait. D'emmener un jeune sur le circuit ou de rester sur de la compète Ouais, d'emmener un jeune sur le circuit, de faire vraiment traverser toutes ces étapes quand il sort des juniors, on va dire, quand il est en junior et qu'il arrive sur le circuit pour l'armée, pour aller sur le circuit, quoi, pour l'expliquer comment tout se passe et comment on joue. Parce qu'en fait, les juniors, quand ils jouent, ils savent pas jouer au tennis quelque part. Ils savent faire un coup droit, ils savent faire un revers, ils savent faire un service, mais ils savent pas comment le faire et à quel moment le faire, en fait. Donc leur apprendre voilà comment on joue juste, comment on joue quelle zone et ainsi de suite, de quelle façon, l'attitude, le comportement, tout ça, quoi. Quel regard tu portes sur la préparation mentale avec un coach dédié? Moi j'ai tout fait, hein. Quand j'étais jeune, j'ai fait une psychanalyse, j'ai vu sophrologue, psychologue, enfin je crois qu'il faut, quand les joueurs se posent pas de questions, comme dit Nadal, il faut pas chercher des réponses, enfin des questions là où il y a pas de questions, comme quelque part, quoi.
Et Nadal, il le dit très bien. Moi, le mental, je le travaille sur le terrain tout le temps, quoi, tous les jours, quoi. Donc Nadal, je suppose que quand il a fini son entraînement, il va pas voir un psy ou un préparateur mental en disant, oh putain, là, à ce moment-là, j'ai ci, j'ai ça, j'ai cette idée-là qui est venue, qui est arrivée, ce truc négatif qui est arrivé. Enfin voilà. Donc je pense que quand un gamin a des soucis, a des problèmes quelque part effectivement à ce niveau-là, bah, comme un mec physique, hein, comme un entraîneur physique ou comme un entraîneur tennis qui va apprendre une technique ou ainsi de suite, il faut le prendre quelque part. Mais après, si un gamin n'a pas de problème, il se sent bien dans sa peau, et puis qu'il arrive à avancer, et puis qu'il n'a pas de problème de concentration, de détermination, et il est pas négatif, il se détruit pas, ainsi de suite, pourquoi aller se compliquer la vie, quoi? Ouais. Tu pratiquais la visualisation? Moi, je l'ai fait quand j'étais joueur, ouais. Comment? J'en ai fait, ouais. Bah, je passais la veille de match, avant de m'endormir, je passais un quart d'heure, 20 minutes à visualiser des coups positifs. Je me voyais jouer dans la zone, je me voyais faire des coups gagnants, je me voyais faire des trucs comme ça. Toujours la veille de match. Comment t'as appris ça? En regardant, en lisant, en observant, voilà. Une fois, ça m'avait marqué. Je crois que la première fois que je l'ai vu, c'est pendant, je regardais la télé, j'aurais une compétition de ski, et en fait, en haut, on voit pas les skieurs se préparer derrière le départ. Et en fait, il y a une caméra qui est passée, puis on voyait, même pareil aussi j'avais regardé aussi un reportage sur la Paris Tour de France, et on voyait les pilotes, et comme le skieur, fermer les yeux et imaginer le parcours qu'ils faisaient. Ouais. Et quand tu vois aujourd'hui la Paris Tour de France, quand tu regardes leur reportage sur eux, ils ferment tous les yeux, et ils sont tous en train de faire des mouvements et en visualisant le parcours de tout ce qu'ils font, quoi, en fait, quelque part. Et en fait, tu te rends compte que dans leur esprit, c'est déjà fait quelque part. Ils visualisent le truc, ils le font déjà, donc ils le répètent, tu vois, au niveau mental. Et après, une fois que tu l'as fait au niveau mental, bah, c'est plus facile à exécuter au niveau physique. Tu le sentais? Tu sentais vraiment une différence grâce à ça? Ouais, mais des fois, ça m'arrivait de le faire quand j'étais vraiment bien, ça m'arrivait de le faire pendant le match. Juste avant le coup, je visualisais le coup et je faisais le coup. Et tu médites? Ouais, plus trop en ce moment, mais j'en ai fait, ouais. Avec une appli ou toi tout seul? Non, tout seul. Hop. Je me mets 10 minutes, je me mets la main du cœur dans ma main droite et les pouces rejoints, et puis je ferme les yeux et le buste droit, et hop, je laisse aller. Plus le matin, à quel moment? Quand je le sens. Ouais. J'ai pas de... Ah ouais, mais c'est vrai que ça fait du bien. Ta relation à Lacoste, comment vous êtes rapprochés? Comment s'est fait le partenariat? En 78, quand j'étais en sport-études, en fait, Lacoste, avec la fédération, ils avaient un accord, et en fait, on a été sponsorisé par le fait que je sois en sport-études chez Lacoste, quoi, en fait. Okay. Quand je suis parti chez la Fédé, donc ils nous filaient les raquettes, donc j'ai joué avec les raquettes en bois à Lacoste, après j'ai joué avec une raquette en fer, enfin voilà. Et donc je suis resté chez Lacoste comme ça. Puis en fait après quand j'ai continué, je suis toujours resté chez eux par fidélité à eux aussi, donc voilà. Et puis après une fois que tu es dans le circuit, une fois que tu es au niveau, on négocie ton contrat chaque année, et puis au bout d'un moment, tu restes chez eux. Après je suis resté on va dire 38 ans chez Lacoste. Puis là, depuis 2 ans, ils m'ont viré. Donc, je suis plus chez eux. Voilà. Donc, je leur apporte peut-être plus rien. Donc, je suis plus chez eux. Et tu te souviens de la première fois que tu as reçu une dotation, ce que tu as ressenti? Ah ouais, c'est incroyable. 2 shorts, 4 t-shirts, 3 raquettes en bois, 4 paires de chaussettes, un survêt. Comme des dingues. Tout neuf, tout beau. Ouais, c'est génial. J'avais pas, parce que mes parents n'avaient pas d'argent, donc j'avais pas de tenue. À l'époque, quand j'ai commencé à jouer, les premières écoles de tennis que j'avais, je prenais la raquette de l'école de tennis, quoi. C'est la raquette du club, en fait. J'avais pas de raquette à moi, quoi. T'as une tenue de légende un peu qui est restée à travers les années? Bon, les tenues Lacoste, après j'ai les photos de chaque année. Alors chaque année avec Michel Fermier, là, celui qui s'occupait de la boutique Lacoste, où on allait chercher nos affaires. Des fois je mets des photos, il me dit ça c'était telle année. Donc suivant l'année, c'est parce que chaque fois à Roland, il sortait une tenue pour Roland, quoi. Donc suivant la tenue, tu te souviens de l'année, quoi. Mais je me rappelle une année quand j'ai battu Tim Edman à Roland. Il faisait chaud, donc il nous filait, je sais plus combien de t-shirts, mais bon, il faisait tellement chaud que je changeais de t-shirt, puis au 5e set, j'avais plus de chemise de la tenue de Roland, donc j'ai mis un t-shirt blanc, enfin une chemise blanche, quoi. Ouais. Pas de cul, à ce moment-là, le journaliste de l'équipe et le photographe, il a pris une photo, puis le lendemain, en première page, il m'a mis en photo avec de l'aide Terrace Edman, avec un polo blanc, quoi. Ah merde. Putain, 8 heures du matin le lendemain, le mec de Lacoste m'appelle, il me dit, dis-moi, t'as pas eu ton sac de dotation pour Roland? J'ai dit, si, il me dit, comment c'est-il que t'as joué avec un polo blanc? J'ai dit, écoute, voilà, comme ça, quoi. J'ai dit, j'avais plus de t-shirt, quoi. J'avais transpiré, j'avais enlevé, il faisait chaud. Je me suis fait engueuler, quoi. Le contrat image, les contrats pubs représentaient quel pourcentage de tes gains annuels? Pas énorme, moi j'avais pas de gros contrats, à Lacoste ou après on était chez Le Gall par le club du Patton, mais c'était pas des trucs énormes. Moi, j'ai jamais eu de gros contrats.
Avec du recul, est-ce que tu sais pourquoi toi, t'as réussi à percer et pas le gars avec lequel t'es parti à Madrid faire les satellites? Alors un jour, il y avait moi dans mon époque, il y avait toujours un autre joueur, hein, bon, je dirais pas le nom, mais qui me battait tout le temps dans ma jeunesse, qui était Lorrain, en fait. Il était toujours devant moi, jusqu'en junior. Et en senior, moi je suis passé devant et lui il a jamais réussi à percer. Puis un jour j'ai discuté avec son entraîneur de l'époque, il me dit mais qu'est-ce qui a fait la différence? Il me dit bah toi tu faisais tout plus 2 minutes ou 3 minutes en dehors, tu faisais des trucs toi perso comme ça. Lui il faisait ce qu'on lui demandait, mais jamais plus. Ouais. Jamais plus. Toi t'étais plus déterminé et puis après t'en faisais encore derrière. Lui il faisait ce qu'on lui demandait comme un mec qui allait au bureau, comme un fonctionnaire. Il faisait ce qu'on lui demandait mais jamais plus. Après coup, ton plus grand regret en regardant ta carrière? De pas avoir compris certaines choses plus tôt en fait. Les fameux schémas de jeu, non? C'est pas ça? Ouais, l'attitude, le recul, surtout au niveau mental, parce que en fait le haut niveau, c'est physique, ça c'est sûr, mais 2 c'est surtout mental. Et ta plus grande fierté? Bah, quelque part, c'est que malgré ma taille et malgré tout ce que les gens ont pu dire ou le peu de personnes qui ont cru en moi, c'est que j'ai quand même réussi à monter les 50 mondiaux quand même. Si t'avais pas été joueur de tennis, t'aurais fait quoi? C'est une bonne question. Je sais pas, mais je sais pas, sportif c'est sûr, parce que je pouvais pas rester en place 2 minutes, donc j'aurais fait du sport. Mais après, est-ce que ça m'aurait permis de vivre? Je sais pas non plus, mais je sais pas. Peut-être dans l'immobilier. J'aimais bien l'immobilier. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui quand tu te réveilles le matin? Ma famille, mes enfants. Comment tu te sers des réseaux sociaux et à quelle fréquence? Moi, je m'en sers pas vraiment. Je suis connecté forcément sur Facebook et sur Twitter. Là, en ce moment, plus que d'habitude. Après, moi, les réseaux sociaux, là, surtout sur Twitter, je m'en sers plus pour avoir des infos de ce qui se passe dans le monde, quoi, politique ou. Je suis des gens qui sont dans le tennis, mais je suis plus des gens qui sont dans la sphère politique ou dans la sphère de ce qui se passe dans le monde, quoi. Ça m'intéresse plus que à la limite que le tennis, quoi, quelque part. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être une meilleure personne au quotidien? Bonne question. On essaie de s'améliorer, de se remettre en question. Alors des fois on fait des erreurs et puis on essaie de réfléchir à pourquoi, comment et après on a nos enfants qui nous le rappellent aussi et puis nos enfants grandissent donc forcément notre discours change, notre attitude change et on se remet en question différemment, quoi. Moi j'ai des enfants qui ont de 28 ans jusqu'à 13 ans, quoi. Donc c'est surtout ça qui nous remet en question et qui nous fait avancer, qui nous fait évoluer, quoi. C'est surtout les enfants, quoi. Ma femme et mes enfants, quoi. Est-ce que t'as un ou plusieurs livres qui ont marqué ta vie? Non, pas spécialement. Après, j'ai lu beaucoup de trucs sur la psychanalyse et des Freud et compagnie, donc et Jung et compagnie, mais ça m'a pas marqué spécialement. C'est pas les livres qui m'ont marqué spécialement. T'as une citation que t'aimes bien sortir de temps en temps? C'est pas gagné, hein. C'est pas perdu non plus, mais c'est pas gagné quand même. Si tu devais parler au Olivier qui avait, j'en sais rien, 10 ans, pour lui dire qu'il est sur la bonne voie, tu lui dirais quoi? Déjà, je lui expliquerai comment ça marche et comment ça fonctionne. Je lui dirais que la perfection de ce monde n'existe pas. La perfection dans le tennis n'existe pas. La perfection n'existe pas. Parce que quand on est jeune, on a l'impression qu'on veut faire tout parfaitement et gagner tous les points. Et ça, c'est pas possible. Donc il faut apprendre à perdre et à rater et il faut gagner en ratant quelque part, en étant mauvais, quoi. C'est la grosse difficulté. Et quand on est jeune, on supporte pas de perdre, mais on supporte surtout pas de pas bien jouer, quoi. Comment est-ce que tu connais Tennis Légende et pourquoi avoir accepté notre demande d'interview? Tennis Légende parce que forcément dans le tennis tout se sait quelque part et puis moi je reste quand même si je suis un peu loin du tennis plus souvent que je ne suis dedans, je suis quand même informé, je regarde, je suis tout ce qui s'y passe. Et après, pourquoi accepter? Parce que c'est quand même ma passion, c'est quand même ma vie, c'est quand même un truc qui a une grosse part de ma vie, qui est importante. Donc, et puis j'adore en parler, j'adore partager, et donc ça reste ma passion première, quoi. Donc c'est un gros moment de ma vie, et ça reste encore un moment de ma vie parce que je suis toujours dans le tennis, donc ça restera toujours une grosse partie de ma vie, quoi. Est-ce qu'il y a une personne que tu juges vraiment intéressante qu'on interview et que tu pourrais peut-être nous aider à avoir? Si oui, laquelle? Ouais, vous avez un mec comme Arnaud Bosch qui est vraiment super intéressant, qui a un recul déjà au niveau tennistique et au niveau discours, il est super intéressant. Puis après, il a une vie professionnelle et une recommandation qui est fabuleuse. Donc c'est vraiment un mec super intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Olivier, pour terminer vraiment la toute fin? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que les gens, tous les gens restent en bonne santé, surtout à l'heure actuelle, et que cette situation finisse le plus rapidement possible, et que les gens qui ont les manettes, on va dire, parce qu'il y a quand même des gens qui ont les manettes tout en haut de l'échelle, fassent tout ce qui est possible pour
pour pouvoir être paré la prochaine fois et pouvoir trouver les solutions plus rapidement à cette prochaine fois, parce qu'il y aura une prochaine fois, forcément, et elle sera peut-être plus violente que ce que n'est le virus aujourd'hui, quoi. Bon, merci beaucoup en tout cas Olivier pour terminer sur une note un peu plus positive. Je suis hyper heureux d'avoir passé ce moment avec toi. Je t'ai découvert en Coupe Davis quand je devais avoir 10 ans peut-être. Ah, au secours. Et je me souviens d'une volée claquée de revers que tu nous as faite qui a rebondi dans le public après. Je me disais mais comment ce mec arrive à claquer une volée comme ça? Je faisais du haut du corps, je faisais beaucoup de haut du corps, du haut du corps. Je faisais des petits exercices pour muscler l'épaule parce que forcément, moi, je jouais toujours, la balle était toujours un peu plus haute, donc jouer au-dessus de l'épaule, ça demande beaucoup plus d'énergie. Ouais. Donc, il fallait muscler, il fallait faire des petits exercices tous les jours pour pouvoir avoir cette capacité à frapper fort au-dessus de l'épaule. C'est pas si simple que ça. Si on m'avait dit qu'un jour j'allais passer 2 heures comme ça à pouvoir te poser toutes les questions, franchement, j'aurais eu hâte de le faire. Donc, un grand merci. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. Toi aussi. Puis, à une prochaine, Olivier. À bientôt. Ciao. À bientôt. Merci Olivier pour ton temps, ta générosité et ton naturel à travers cet entretien passionnant. J'espère que ça t'a plu aussi, à toi. Viens me le dire en commentaire si c'est le cas. Pense aussi à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast, ainsi qu'un avis sympa. Ça prend 4 secondes et nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. Envoie l'épisode à un pote à toi parce qu'après le référencement, le bon vieux bouche à oreille reste ce qui marche le mieux pour nous aider à grandir et avoir des invités de grande qualité. Alors abonne tes potes directement sur leur téléphone et parle-leur du podcast jusqu'à temps qu'ils en parlent à leur tour, à leur famille, leurs amis, leurs maîtresses s'ils sont en primaire et ont déjà un iPhone, leurs chauffeurs de bus, peu importe, t'as compris. En tout cas, merci à tout le monde, à tous ceux qui ont déjà fait l'effort de contribuer. On est à 618 notes sur Apple Podcast, on va chercher les 1000. Alors chaque geste compte, mobilisez-vous. Merci également aux tipeurs qui nous soutiennent. Tipeee, c'est une plateforme sur laquelle tu peux nous soutenir financièrement. Il y a 26 légendes à ce jour qui nous ont versé un tip, donc l'équivalent d'un pourboire. Et tu n'imagines pas comme ça fait plaisir de se sentir soutenu. Je suis à temps plein sur le podcast, les hors-séries et les masterclass depuis la rentrée, pour vous régaler et ça fait un bien fou de compter sur vous. Vous êtes évidemment notre moteur, donc voilà, si tu as envie de mettre ta pierre à l'édifice, tu peux aller dans la description de cet épisode. Il y a un lien en bas de la dite description pour aller vers Tipeee et nous soutenir à hauteur de 3 €, admettons, soit 2 ficelles lardon fromage chez l'artisan boulanger au coin de la rue, ou plus, si tu veux par exemple m'aider à acheter un appartement vue océan. Un immense merci à Erwan, Antoine, Max, Lotom, Hugo, John Cost, Victor, Emery, Quentin, PC, Renaud, Omer et Romain pour votre soutien les gars. Vous êtes des bombes. D'ailleurs Romain a demandé une dédicace comme à la belle époque sur Skyrock pour féliciter son frère Antoine qui vient de remporter 2 consolantes en 4e série dans la région du Havre. Solide. On a lancé notre 6e masterclass dédiée à la prépa physique et c'est la première qui est tournée sur le cours. C'est Ralph Bogossian, un des 2 prépas physiques de Ben Bonzi, actuel 63e mondial, qui met ses connaissances à ta disposition pour travailler ton œil, ta vision et ta lecture du jeu pour une meilleure qualité de centrage à la frappe d'une part, à la David Nalbandian, son modèle. La seconde partie de ce nouveau cours est dédiée au déplacement, au freinage et à l'ancrage pour une meilleure stabilité dans tes coups d'autre part. Le but de cette masterclass est de mieux lire les trajectoires pour t'organiser plus rapidement sur le terrain, d'être moins stressé dans tes coups sous pression et d'être toujours bien placé derrière la balle. Tu as accès à un programme détaillé juste en dessous, premier lien, toujours dans la description. Et ce nouveau cours d'1 heure est donc enregistré sur un terrain de tennis. Il est possible de le suivre au format vidéo, audio, et je t'ai également concocté un support écrit en complément. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, tu as un lien juste en dessous. Et si tu veux une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible, tout en bas une fois que tu as cliqué sur le lien. Et si tu n'y arrives pas, chose qui peut arriver même aux meilleurs d'entre nous, il suffit de m'écrire à max@tennislegende.fr. Si tu as des idées de partenariat ou autre, tu peux m'ajouter et m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A. Et sur Insta, à Max Emia, le tout attaché. Et ETMIA, MIA, c'est toujours un immense plaisir de se parler, d'échanger, je réponds à tout le monde sans exception. A très vite avec la 2e partie du hors-série spécial prépa physique avec notre expert Ralph Bogossian, qui coach donc Ben Bonzi et qui a passé la barrière du top 100 cette année. C'est du petit lait. D'ici là, merci pour les bonnes ondes, prenez soin de vous et à très vite les légendes. Ciao.